Dans un monde où tout le monde est devenu fou, les gens se sont transformés en monstres, s'entretuant et se dévorant pour s'emparer du pouvoir. Au milieu du chaos, un seul homme, un concept artiste nommé Chang Mo, garde les idées claires, lisant calmement un livre. Mais dans un monde dément où les gens cèdent à leurs émotions les plus sauvages et causent la destruction, il est le seul à rester sain d'esprit. Alors qu'il marche à travers les ruines, entouré des conséquences terrifiantes de cette folie, il se demande si garder sa lucidité est vraiment une bénédiction. Au cours des 30 dernières années, les humains sont devenus incapables de contrôler leurs émotions. C'est une maladie, une affection émotionnelle qui a frappé le monde. La scène change pour une réunion du département Skiar. Une plainte triviale concernant du vin non réfrigéré et une pastèque avec des pépins suffit à faire craquer quelqu'un. Le directeur artistique, Zhang Yanfei, perd son sang-froid, le visage déformé par la rage alors qu'il hurle sur ses collègues. En réponse, l'assistante du département artistique, Wu Jingjing, lui hurle dessus en retour, lui disant de crever s'il compte être aussi capricieux. Les deux continuent de se crier dessus, leur dispute s'envenimant pour des broutilles, un signe clair de la maladie émotionnelle. Chang Mo, toujours pacificateur, intervient. Il tente calmement de désamorcer la situation, s'excusant au nom du directeur et demandant à tout le monde de se calmer. Son intervention se retourne contre lui. Enragé par l'interruption, le directeur Zhang fracasse une bouteille de vin sur la tête de Chang Mo. La pièce entière tombe dans le silence. Les fêtards, qui s'amusaient juste avant, restent figés, choqués par cette violence soudaine. La rage du directeur Zhang s'intensifie, ses yeux rougeoyants alors qu'il respire lourdement, complètement consumé par sa colère. Son visage se tord en un masque de pure fureur, ses traits déformés par l'émotion écrasante. Soudain, la rage retombe. Le directeur Zhang est horrifié, bafouillant des excuses. Malgré sa tête en sang, Chang Mo le rassure, exhortant tout le monde à simplement s'amuser. Plus tard, Chang Mo se tient à l'écart de la foule, essuyant le sang de sa blessure tout en regardant ses collègues tenter de revenir à la normale. Une collègue, Y Li, s'approche de lui, notant à quel point il est capable d'endurer les choses. Chang Mo répond qu'on n'y peut rien, car il est le seul à peu près normal dans le département, laissant entendre qu'il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Et il a raison. Il voit la véritable raison de leurs explosions émotionnelles. Une poche grotesque, rouge et charnue qui pousse sur leur tête. Cette vision déclenche un souvenir. La scène revient à l'époque où Chang Mo avait 10 ans. C'est là qu'il a vu sa première poche. C'était une poche qui poussait sur la tête de sa propre mère, en plein milieu de leur cuisine. Au début, il pensait halluciner à cause du chagrin causé par la mort récente de son père. Mais à partir de là, il a remarqué que sa mère commençait à se mettre en colère de plus en plus fréquemment. Et à mesure que sa colère grandissait, la poche sur sa tête devenait de plus en plus grosse, sa rage devenant de plus en plus terrifiante. Il apprendrait plus tard l'horrible vérité sur la maladie émotionnelle. Une fois que la poche sur la tête d'une personne atteint une certaine taille, elle est condamnée à exploser. Et la tête de la personne explose avec elle. Ce souvenir est la raison pour laquelle, depuis ce jour, Chang Mo ne s'est plus jamais mis en colère, croyant que c'était le seul moyen d'éviter ce destin terrifiant. De retour à la fête, Chang Mo regarde ses collègues se disputer, se disant que c'est une belle bande de cinglés. Alors que la dispute continue, il voit que la poche du directeur Zhang a atteint une taille terrifiante et sur le point d'exploser. Chang Mo reste là, observant silencieusement le désastre imminent. Il décide qu'il doit intervenir et calmer le directeur. Sa collègue, Y Li, questionne sa décision, pensant qu'il ne se souciait pas d'eux. Chang Mo admet qu'il ne s'en soucie pas vraiment sur le plan personnel, mais ce serait très problématique si quelqu'un venait à mourir. Juste comme il termine sa pensée, la poche sur la tête du directeur Zhang explose violemment. Chang Mo et Y Li ne peuvent qu'observer, stupéfaits par l'événement soudain et grotesque qui se déroule devant eux. Mais au lieu d'une explosion gore de chair et d'os, des flammes brillantes jaillissent de la tête du directeur. Les flammes montent vers le haut, engloutissant l'homme dans une colonne de feu. L'œil de Chang Mo reflète la transformation ardente, son esprit luttant pour traiter ce qu'il voit. Le directeur Zhang hurle alors que le feu remodèle son visage, le tordant en un visage monstrueux et démoniaque. Il pousse un rugissement inhumain, n'étant plus un homme mais une créature de pure rage ardente. Chang Mo fixe la scène, incrédule, toute sa compréhension de la vie volant en éclats. Ce n'était pas la mort. C'était une transformation. Un monstre ? Murmure-t-il. L'homme qui se disputait avec le directeur essaie de jouer les durs, mais sa bravade s'effondre rapidement en pure terreur. Le monstre de feu se jette sur lui, balayant sa victime avec des griffes nouvellement formées et tranchantes comme des rasoirs. La panique éclate. Les autres employés hurlent que le directeur Zhang est devenu fou et a tué quelqu'un, et ils se bousculent pour sauver leur peau. Chang Mo est figé, essayant de donner un sens à tout cela.
Pourquoi le directeur Zhang s'est-il transformé en monstre au lieu de mourir? Cette nouvelle réalité le force à confronter la question qui le hante depuis des années. Mais pourquoi ma mère est-elle morte? Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Lee l'attrape, le pressant de s'échapper. Tout en l'éloignant du chaos, Lee révèle une vérité choquante. Quand une poche éclate, les gens ne meurent pas. Ils se transforment en monstres émotionnels, contrôlés par leurs propres émotions extrêmes. Elle explique qu'ils peuvent même utiliser des pouvoirs surnaturels pour évacuer leurs émotions librement. En arrière-plan, le directeur Zhang transformé se déchaîne, prouvant ses dires. Alors qu'il fuit, Chang Mo pose à nouveau la question. Si c'est le cas, pourquoi ma mère est-elle morte? Lee répond de manière cryptique. Ne t'inquiète pas, ça ne devrait pas tarder. Derrière eux, le monstre rugit d'agonie, sa forme ardente se tordant de douleur. Soudain, sa tête explose en une pluie de liquide noir et visqueux, mettant fin brutalement à son carnage. Le corps désormais sans vie du directeur Zhang s'effondre au sol, laissant derrière lui une éclaboussure noire. Les employés restants sont stupéfaits et réduits au silence. Ils ont vu la tête du directeur exploser soudainement, et tout aussi vite, le feu s'éteindre, les laissant avec plus de questions que de réponses. Chang Mo réalise que les autres employés sont complètement inconscients des événements monstrueux. Lee confirme que les gens ordinaires ne peuvent pas voir les transformations ou les monstres. Ils ne peuvent pas voir l'énorme monstre émotionnel de feu qui vient de consumer ce qu'il restait du directeur Zhang. Lee livre alors la vérité dévastatrice. C'est ainsi que sa mère est morte. Elle s'est transformée en un monstre émotionnel, a été contrôlée par lui, et finalement, est devenue la nourriture d'un autre monstre plus fort. Chang Mo reste sans voix un instant avant de murmurer finalement. « Je vois. » L'horrible vérité commence à s'imprégner en lui. Lee ajoute. Pour être plus précis, sa mère est devenue la nourriture de ceux qui peuvent contrôler leurs propres monstres émotionnels. Lee confirme qu'un monstre émotionnel est lié à son maître, impliquant un esprit conscient derrière le chaos. Et puisque le monstre est lié à son maître, elle lui dit qu'il peut facilement trouver le responsable juste ici dans la foule. C'est lui. Un homme en costume à rayures, avec des favoris pointus et un sourire cruel, tenant calmement un verre de vin au milieu de la panique. Un souvenir remonte à la surface. C'est le même homme, plus jeune, parlant à un Chang Mo de 10 ans. Chang Mo se souvient de lui comme du « petit frère Li ». Yeli confirme son souvenir. Le nom de l'homme est Liu Li. Il était le voisin de Chang Mo à l'époque, et maintenant c'est un gros bonnet. Son identité publique est vice-président de Wave International. Mais secrètement, c'est un être conscient qui peut contrôler son propre monstre émotionnel. Elle explique sa méthode horrible. Il répand délibérément un virus émotionnel de colère, poussant les gens à perdre le contrôle et à contracter la maladie. Il attend ensuite qu'ils se transforment en monstres émotionnels et les chasse pour gagner en puissance. Toute la fête, tout le chaos, tout était prévu. Dès le début, ils étaient tous entrés dans le terrain de chasse de Liu Li. Et puis, Lee porte le coup de grâce à son âme. Selon son enquête, la première personne que Liu Li a chassée était la mère de Chang Mo. Des images défilent dans son esprit alors que la vérité se solidifie. La perte soudaine de contrôle de sa mère était due au fait que Liu Li l'avait infectée avec le virus. Elle est morte parce qu'il a contrôlé son monstre et a mangé le sien. Toute sa famille a été ruinée. Sa vie définie par un traumatisme qui était, en réalité, un meurtre calculé, tout ça à cause de lui. Chang Mo traite l'information avec une logique glaçante, clarifiant que les cibles de Liu Li sont ceux qui se transforment en monstres émotionnels afin qu'ils puissent s'emparer de leur pouvoir. Il en conclut que puisqu'il est immunisé contre la maladie émotionnelle et ne peut pas se transformer, il ne peut pas être la proie de Liu Li. Il croit être en sécurité. Lee est décontenancé par sa réponse détachée. Pas de vengeance pour sa mère? Mais Chang Mo raisonne froidement qu'il ne va pas gâcher sa vie à combattre un tueur surnaturel en se basant uniquement sur sa parole. Elle note à quel point il est calme, mais pose ensuite une question qui tranche à travers son flegme. Comment peux-tu avoir l'illusion que tu n'es pas malade? Chang Mo est stupéfait, incapable de comprendre ses mots. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande-t-il, sa façade rationnelle commençant à se fissurer. Lee se penche, l'expression grave alors qu'elle se prépare à révéler la terrible vérité finale. Ce que je veux dire, c'est, dit-elle, alors qu'une vision d'une entité étrange, massive et cristalline apparaît, c'est toi qui es le plus malade. Les révélations s'enchaînent. La proie de Liu Li, depuis le tout début, c'était toi. La personne qu'il voulait le plus transformer, celle qu'il voulait le plus manger, c'était toujours toi, Chang Mo. Comme sur un signal, une voix tranche l'air. C'est Liu Li lui-même, apparaissant juste derrière Chang Mo. Dio. Ça fait un bail. Taz Telman Grandi. Chang Mo essaie de jouer l'idiot, disant à Liu Li qu'il se trompe de personne. Mais Liu Li rit juste,
attrapant son épaule et disant qu'il devrait rattraper le temps perdu correctement. Avec un sourire sinistre, Liu Li dit que bien que ce soit peut-être présomptueux, il aimerait demander l'aide de Chang Mo. « Pourrais-tu s'il te plaît te mettre un peu en colère ?» demande-t-il, avant de donner un violent coup de pied à Chang Mo à travers la pièce. L'attaque soudaine déroute les autres employés. Ayant juste vu l'incident avec le directeur Zhang, ils sont en colère que ce nouveau venu cause des problèmes et se précipitent pour défendre Chang Mo. Li se précipite à ses côtés pour voir comment il va. Chang Mo, se tenant le ventre, insiste sur le fait qu'il va bien. Liu Li regarde, peu impressionné. Peu importe combien il le frappe, Chang Mo ne s'énerve pas. Il conclut froidement que Chang Mo doit être quelqu'un qui ne se soucie pas de lui-même. Alors, Liu Li décide de changer de tactique. D'un claquement de doigts, il cible les collègues venus défendre Chang Mo, les enflammant avec son pouvoir. Il invoque ses propres monstres émotionnels de feu, le même genre de prédateur qui a consumé le directeur Zhang. Le chaos éclate à nouveau alors qu'un incendie massif se déclare. Les employés sans méfiance hurlent et fuient, pensant qu'il doit s'agir d'une fuite de gaz. Entouré par les flammes, Liu Li raille Chang Mo avec un sourire tordu. « Si tes collègues sont blessés, seras-tu en colère ?» L'esprit de Chang Mo flash sur ses collègues. Malgré leurs propres problèmes émotionnels, ils étaient en fait plutôt bons avec lui. Il se souvient de Wu Jingjing, surprise qu'il n'ait que 18 ans, proposant gentiment de lui présenter sa petite sœur. C'était un moment simple et amical au bureau, un petit geste de gentillesse. Il se souvient d'un autre collègue l'appelant joyeusement pour déjeuner ensemble. Il avait même insisté pour payer, disant à Chang Mo de ne pas s'en faire puisqu'il venait juste de commencer à travailler. De retour dans le présent, ces mêmes collègues gentils sont en train de brûler vifs. Dans leur dernier souffle, ils crient à Xiao Chang de se dépêcher et de courir. En un instant, ils sont réduits en cendres, leur corps se désintégrant sous les yeux de Chang Mo. Liu Li sourit, trouvant le carnage amusant. Tout est réduit en cendres, et tu restes indifférent, dit-il. Peux-tu vraiment endurer tout ça? Mais Liu Li voit plus que de l'indifférence. Tu ne peux pas me tromper, ricane-t-il, la poche contenant ta colère a encore bien grossi. Une vaste poche sombre plane au-dessus de la forme agenouillée de Chang Mo. Liu Li décide de faire durer la torture, se vantant qu'il n'a même pas encore dit à Chang Mo que c'est lui qui a tué sa mère. Il veut voir combien de temps sa victime peut tenir. Finalement, agenouillé au milieu des cendres de ses collègues, Chang Mo s'avoue la vérité. « Je sais, je ne suis pas aussi calme que j'en ai l'air. » Il réfléchit à sa vie, un barrage constant de provocations de collègues malades et d'étrangers agressifs. Il confesse son tourment intérieur, le désir constant et violent d'exploser et de les mettre en pièces. Un désir qu'il réprime toujours. Il se retient parce qu'il comprend. La maladie émotionnelle signifie que leur irritabilité n'est pas intentionnelle. Il se souvient toujours du remords et du regret sur leur visage après leurs éclats. Parce que c'était le visage de sa mère, pleurant d'excuses après chaque fois qu'elle se mettait en colère. Ce souvenir est l'encre de son empathie et la raison de son impossible maîtrise de soi. Toute sa vie a été construite sur une seule croyance. Perdre sa rationalité face à l'émotion ne mène qu'au regret. Alors, il s'est constamment restreint, s'accrochant à la logique comme bouclier. C'est comme ça que ça aurait dû être. Mais maintenant, face à l'homme qui a détruit sa vie, debout sur les cendres de ses amis, il remet tout en question. En ce moment, a-t-il encore besoin de rester rationnel? Une vie de rage réprimée remonte à la surface. Sa voix intérieure hurle à la vengeance. Se transformer en monstre de colère, déchiqueter Liu Li, venger enfin sa maman. Il serre le poing, prêt à céder à la haine. Ça ferait du bien. Mais alors que la rage atteint son paroxysme, il ne ressent rien. Pourquoi? Pourquoi ça n'arrive pas? Confus, il se tourne vers Li. Pourquoi je ne me transforme toujours pas alors que je suis très en colère? Demande-t-il, son corps trahissant sa rage. Li le prévient que se transformer signifie la mort. Mais Chang Mo se moque de la logique. Il est mort de toute façon. Autant devenir fou et se battre. Avec une expression grave, Li lui dit que cela pourrait être dur à accepter pour lui, mais tel qu'il est maintenant. Il lui est absolument impossible de se transformer. Fixant l'homme qui a ruiné sa vie, Chang Mo ne peut poser qu'une seule question. Pourquoi? Liu Li se moque de sa confusion. Et, tu te parles encore à toi-même, hein? Essaies-tu encore de te persuader? Perdant patience, Liu Li lance une attaque de feu. On dirait que je vais devoir t'apprendre une leçon. Alors que l'attaque vole vers lui, les mots de Liu Li résonnent dans son esprit, déclenchant une réalisation soudaine et choquante. Je me parle à moi-même? Ses yeux s'ouvrent grands de compréhension. Tout ce temps, il ne se parlait pas à lui-même. Il parlait à Astérisque et l'Astérisque. Il se tourne lentement pour regarder la femme à côté de lui.
Ce n'est plus sa collègue Li, mais un être brillant d'une aura mystérieuse. Elle est entourée d'une énergie bleue éthérée, sa façade humaine fondant. Un sourire sournois et complice s'étend sur ses lèvres. « Tu as enfin compris, » dit-elle, sa voix dégoulinante d'amusement. « D'accord, je ne vais plus te taquiner. » Son visage se transforme, révélant des yeux bleus brillants et d'étranges marques. Elle révèle la première partie de la vérité finale. En fait, depuis le tout début, seul toi pouvais me voir. Changmo la fixe, stupefait. Son visage, il est complètement différent. Elle n'a jamais été humaine. L'attaque de feu de Liu Li se rapproche, sur le point de l'incinérer. Alors que les flammes rugissent, l'être qui était autrefois Li commence à expliquer la vraie raison pour laquelle il ne peut pas se transformer. L'attaque de Liu Li s'arrête net. Même lui est réduit au silence par le choc de ce qu'il voit. Se dressant derrière Changmo se trouve un monstre colossal et cristallin, lié par des chaînes. Li livre la révélation finale qui définit le chapitre. C'est parce qu'à partir du moment où tu m'as vu, tu étais déjà infecté par moi. Et ton propre monstre émotionnel est un monstre émotionnel nommé rationalité. Reprenant le dernier chapitre, un être bleu massif en armure, lié par des chaînes, se matérialise. Il a un trou noir à la place du visage, irradiant une immense puissance. En bas, l'antagoniste, Liuza, ne peut que lever les yeux, choqué. Liuza est terrifié. Il catalogue mentalement les caractéristiques de la créature. Chaîne, entrave, un visage semblable à un trou noir. Il réalise que c'est un monstre émotionnel différent de tout ce qu'il a jamais vu. La scène change pour le protagoniste, Changmo, qui est agenouillé au milieu des chaînes suspendues dans cet étrange espace mental. Il se demande si cet être colossal est son propre monstre émotionnel, qu'il identifie comme la rationalité. Il se demande comment quelque chose comme la rationalité peut même être considéré comme une émotion. Essayant toujours de traiter cette révélation, Changmo demande pourquoi il était incapable de voir son propre monstre émotionnel jusqu'à maintenant, se demandant s'il avait été infecté et transformé il y a longtemps sans s'en rendre compte. Une femme mystérieuse aux longs cheveux noirs, se fondant dans un bleu brillant, apparaît devant lui. C'est Li. Changmo, encore sous le choc, demande qui elle est. Elle répond froidement qu'elle se doute qu'il a beaucoup de questions. Li commence son explication, déclarant qu'elle ne peut pas tout clarifier d'un coup. Pour l'instant, la chose la plus importante qu'il doit savoir est que son monstre émotionnel, la rationalité, est l'émotion la plus spéciale de toutes. Li continue, expliquant que la rationalité détient le pouvoir de supprimer toutes les autres émotions, y compris l'émotion de colère qui alimente le monstre de Liuza. Elle ajoute que la raison pour laquelle il ne pouvait pas voir son monstre avant est basée sur un principe très simple. En gros plan, les yeux bleus brillants de Li fixent intensément alors qu'elle révèle le principe avec une déclaration cryptique. Tu ne peux voir qu'une fois que tu sais. La scène revient sur un Liuza en larmes, qui comprend maintenant la vérité. Il réalise que Changmo n'est pas un esclave de son monstre. Il est devenu un être qui peut le contrôler, un corps émotionnel, tout comme lui. Un très gros plan montre la bouche de Liuza grande ouverte alors qu'il hurle de frustration et d'incrédulité. Enragé, Liuza déchaîne son propre pouvoir. Il invoque son monstre émotionnel, une bête colossale et ardente née de la pure colère, et hurle qu'un monstre nouvellement transformé n'est pas de taille face à lui. Les deux monstres émotionnels se font face. D'un côté, la rationalité de Changmo, froide, bleue et en armure. De l'autre, la colère de Liuza, rougeoyante et chaotique. Le monstre de colère de Liuza se jette en avant, tentant de mordre et de consumer le monstre de rationalité. Mais l'attaque est futile. Les mâchoires de feu passent tout droit à travers la forme bleue. Liuza regarde, complètement choqué, réalisant que son attaque a totalement manqué sa cible. Changmo et Li observent la scène. Li explique calmement ce qui se passe. Puisque Changmo ne peut pas encore contrôler totalement son monstre émotionnel, celui-ci n'a pas encore commencé à interférer vraiment avec le monde physique. Elle clarifie que, pour l'instant, son monstre émotionnel est plus comme une projection dans cet espace. Il n'est pas vraiment là au sens physique. Un sourire sinistre s'étend sur le visage de Liu alors qu'il rassemble les pièces du puzzle. Il sait maintenant que Changmo ne peut pas vraiment contrôler son monstre et que son existence est encore confinée au royaume de l'esprit. Croyant avoir trouvé une faille, Liu a redirigé son monstre de colère, non pas sur le monstre de Changmo, mais sur Changmo lui-même, hurlant « Tu es mort ». Changmo reste parfaitement calme, son expression illisible derrière ses lunettes, alors que l'incarnation monstrueuse de la rage fonce vers lui. Le monstre géant et ardent tente d'avaler Changmo tout entier, ses mâchoires brûlantes se refermant sur lui. La case montre deux moments de la réaction de Liuza. D'abord, un sourire confiant alors que son monstre attaque, qui se transforme instantanément en un regard écarquillé de choc en voyant le résultat. L'attaque est inutile.
Chang Mo se tient complètement immobile et indemne alors que les dents du monstre se referment sur l'air vide autour de lui. Dans un très gros plan de son œil, l'incrédulité de Liu est palpable. Il ne peut pas comprendre ce qui vient de se passer, pensant « impossible de mordre à travers ?» Comment est-ce possible? Li explique le résultat à un Chang Mo pensif. Parce qu'il a passé sa vie à réprimer sa propre colère, sa rationalité a développé une résistance extrêmement élevée à cette émotion. Pour lui, l'attaque féroce de Liu n'était pas différente d'une simple chatouille. Chang Mo absorbe cela, comprenant la nature unique de sa défense. Avoir son attaque ultime balayée si facilement laisse Liu complètement humilié. Consumé par la fureur, il hurle sur l'imperturbable Chang Mo, « Enfoiré ! Ne prends pas la grosse tête !» Refusant d'accepter cette réalité. Liu, refusant d'accepter la défaite, ordonne à son monstre de colère de frapper à nouveau avec un rugissement furieux. Alors que l'attaque du monstre l'enveloppe, Chang Mo évalue calmement sa situation. Il réalise que bien que le pouvoir de Liu ne puisse pas le blesser, il ne peut pas encore contrôler son propre monstre, ce qui fait de lui une cible passive. Li intervient avec une solution simple. Il doit laisser son monstre émotionnel lui prêter son pouvoir. La voix de Li résonne alors que le concept fait tilt dans l'esprit de Chang Mo. Maintenant qu'il est conscient qu'il peut emprunter le pouvoir d'un monstre émotionnel, la capacité est débloquée pour lui. Une lueur de compréhension brille dans son œil alors qu'il pense « Je vois ». Avec sa nouvelle compréhension, Chang Mo bouge. Il esquive sans effort l'assaut du monstre et place calmement 2 doigts sur sa tête, envoyant une onde de choc à travers sa forme. Liu regarde avec une expression furieuse et ahurie, incapable de comprendre ce que Chang Mo est en train de faire. Au moment où les doigts de Chang Mo entrent en contact, le monstre de colère massif explose, volant en éclats dans un torrent d'énergie rouge et bleue. Soufflé par la force de l'explosion, Liu est envoyé valdinguer. Il ne peut que fixer la scène avec une incrédulité totale, bégayant « Comment est-ce possible ?» Alors que l'énergie chaotique retombe, une silhouette solitaire se tient fermement à l'épicentre de l'explosion. C'est Chang Mo, complètement indemne. Chang Mo émerge de la fumée qui se dissipe, un nouveau pouvoir émanant de lui. Sa main brille maintenant d'une énergie bleue, formant une lame cristalline tranchante. Un gros plan révèle l'arme complexe qui s'est matérialisée autour de sa main et de son avant-bras. Une lame de pure rationalité solidifiée. Fixant l'arme cristalline, Liu comprend enfin l'événement impossible dont il vient d'être témoin. Il hurle de terreur, « J'ai compris ». Il a emprunté le pouvoir de son monstre émotionnel. À 4 pattes, totalement vaincu, Liu traite la totalité de sa perte. Son esprit vacille face au fait que son puissant monstre émotionnel a été détruit avec juste 2 doigts. Avec le terrifiant monstre de rationalité de Chang Mo se dressant derrière lui, les pensées de Liu sombrent dans la panique pure. Il ne peut pas accepter qu'un corps émotionnel nouvellement transformé puisse être si puissant. Son seul instinct est de fuir. Career. Tant que je peux m'échapper. Career. Mais Chang Mo n'a aucune intention de le laisser partir. Il fait un seul pas puissant, fissurant le sol même sous ses pieds alors qu'il se prépare à le prendre en chasse. Chang Mo se lance en avant avec une vitesse explosive, laissant un cratère dans son sillage alors qu'il bondit après Liu en fuite. Liu jette un coup d'œil par-dessus son épaule, le visage masqué par la terreur en voyant Chang Mo réduire la distance en un instant. Les deux deviennent des traînées de lumière, une rouge et une bleue, alors qu'ils foncent à travers un paysage chaotique et explosif. La voix de Chang Mo raille Liu, tu te précipites si vite, es-tu pressé de te réincarner? Chang Mo garde facilement le rythme avec Liu qui s'échappe, esquivant les débris tout en avertissant nonchalamment son adversaire, fais attention. Alors qu'il court, Chang Mo demande à Li pourquoi Liu peut encore utiliser des capacités de feu alors que son monstre a été détruit. Li explique que les monstres émotionnels ne meurent pas si facilement. Il a simplement été retiré de ce monde temporairement. Leur course les mène à travers une série de portes, passant du royaume mental sombre et chaotique à un couloir moderne et brillamment éclairé. Les deux continuent leur poursuite à travers un pont extérieur poli, révélant qu'ils ont émergé dans le monde réel. La caméra s'éloigne, révélant que la poursuite se déroule sur le pont supérieur somptueux d'un navire de croisière massif naviguant de nuit. Un grand plan large révèle le navire complet, le navire de croisière de classe mondiale connu sous le nom des Empereurs des mers. La poursuite à grande vitesse se conclut alors qu'ils atterrissent sur le pont d'un navire massif. Un plan large révèle leur nouveau champ de bataille. Empereur des mers, un navire de croisière de classe mondiale naviguant majestueusement au large des lumières scintillantes de la ville de Donghae. Alors que Chang Mo se prépare à continuer la poursuite à travers le pont luxueux, Li apparaît à ses côtés avec un avertissement urgent. Elle lui dit que chasser un corps émotionnel ici, sur ce navire de croisière spécifique, est un acte extrêmement dangereux. Concentré sur sa proie, Chang Mo pose la question cruciale. Pourquoi?
Li commence à expliquer la gravité de la situation. Elle déclare que selon les informations publiques, l'Empereur des mers est un navire de croisière de renommée mondiale avec des itinéraires globaux et qu'il est actuellement amarré à Donghae en tant que lieu de vacances populaire. Elle continue, notant que depuis que les eaux de Donghae ont été polluées, l'Empereur des mers est l'un des rares navires de croisière autorisés à entrer. Elle ajoute une remarque sarcastique sur l'extravagance de la compagnie de Changmo, le groupe Skiar, pour organiser une réunion du département artistique ici. Ensuite, elle révèle le sombre secret du navire. Mais ce navire est en fait contrôlé par des corps émotionnels. Alors qu'elle parle, un monstre spectral massif aux yeux brillants se manifeste derrière le navire, symbolisant le pouvoir caché qui le gouverne vraiment. Li élabore sur le fait que le navire est un terrain neutre où les corps émotionnels effectuent des transactions illicites. Il fournit également divers services pour répondre à leurs besoins dépravés, et l'un de ces services est la chasse aux gens ordinaires. Par conséquent, attaquer un autre corps émotionnel sur ce navire est un défi direct à ses puissants propriétaires. Pour aggraver les choses, elle révèle que Liu est un super VIP ici. Chang Mo demande à quel point la force de sécurité du navire est forte. Pour illustrer la différence de puissance écrasante, Li donne une analogie glaçante alors qu'une image d'un doigt géant plane au-dessus d'une minuscule fourmi. Elle déclare qu'un seul petit doigt des forces du navire pourrait l'écraser sans effort. Chang Mo devient silencieux, son expression se durcissant alors qu'il traite le danger incroyable dans lequel il se trouve. Malgré l'avertissement, la résolution de Chang Mo ne vacille pas. Il raisonne que s'il ne tue pas Liu à maintenant, il n'aura pas d'autre chance et finira par succomber à sa vengeance. Li confirme que sa logique est solide, et il bondit en avant pour continuer la poursuite. La scène change pour le somptueux salon VIP de l'Empereur des mers. Ici, un groupe de corps émotionnels puissants et influents sont réunis. Au centre de leur réunion se trouve une statue inquiétante d'une femme, semblant hurler. Un homme présente l'horrible œuvre d'art. Il explique qu'elle a été faite à partir d'une vraie fille, la fille du premier ministre d'un pays. Après sa mort, sa peau a été retirée pour révéler son squelette, qui semble rire, créant un impact puissant. L'utilisation d'une personne réelle et importante est ce qui la rend spéciale. L'homme présentant ce cadeau grotesque est identifié comme Victor Li, du consortium international Wilderness. Il offre la statue en gage d'appréciation pour avoir facilité la coopération. Le capitaine du navire, un homme formidable avec une barbe épaisse nommé Liu Yang, complimente la générosité de Victor. Il note que la compagnie de Victor vient juste de s'emparer d'un nouveau marché et envoie déjà la fille du Premier ministre en cadeau. Une femme élégante avec un grand chapeau blanc et des lunettes de soleil, Anacris de l'association d'auto-assistance du vilain petit canard, remarque la créativité de la punition, notant qu'elle avait entendu dire que le Premier ministre ne voulait pas coopérer. Une autre femme, Song Huihui de la famille Song du Grand Xia, ajoute que l'œuvre d'art est vraiment de bon goût. Elle déclare froidement que la fille devrait être honorée d'être transformée en une telle pièce. Un homme plus âgé fumant une cigarette, l'évêque Zhaoyan du culte hérétique, demande curieusement à Victor si son consortium a déjà jeté son dévolu sur le domaine du Grand Xia. Victor Li se lève et s'adresse au groupe, parlant de la concurrence féroce entre les conglomérats et demandant leur coopération dans ses plans concernant le Grand Xia. Un assistant interrompt, rapportant au capitaine Liu Yang que Liu Li, aussi connu sous le nom de Liuza, a tué le directeur artistique du groupe Skiar comme prévu. Cependant, il y a eu un hic. Sa proie s'est transformée avec succès et est maintenant en train de le tabasser violemment. Song Huihui se moque de la nouvelle, traitant Liu Li de déchet. Elle commente que s'il n'était pas un adepte de ce monsieur, son rang ne l'aurait jamais qualifié pour chasser librement sur le navire en premier lieu. Son intérêt piqué, Song Huihui demande à Victor qui est ce mystérieux monsieur dont ils parlent tous. Victor détourne habilement la question, suggérant que pour le bien d'une coopération fluide, il vaut mieux ne pas trop s'interroger les uns sur les autres. Le capitaine Liu Yang considère la situation. Il remarque que la capacité de vaincre Liu Li juste après s'être transformé montre un talent impressionnant. Il décide que bien que Liu Li ne soit qu'un pion, ils doivent le sauver pour garder la face pour ce monsieur. Le capitaine donne ses ordres. La zone doit être isolée des autres corps émotionnels et des gens ordinaires. Quant au corps émotionnel inconnu combattant Liu Li, il suppose qu'il n'a aucun passif et ordonne qu'il soit tué directement. Son subordonné accuse réception de l'ordre. La scène coupe sur un plan calme de l'extérieur du navire la nuit. L'ordre a été donné, et quelque part sur ce vaisseau, une exécution est sur le point d'être menée. De retour sur le pont, la poursuite est terminée. Chang Mo a rattrapé Liuza, lui assénant un coup de poing puissant directement au visage. La poursuite connaît une fin brutale. Avec un dernier coup décisif, Chang Mo envoie Liu à s'écraser sur le pont, le laissant étendu et à sa merci. Ne perdant pas de temps, Chang Mo se rapproche, clouant Liuza vaincu au sol avec son pied. Il domine son ennemi, la lame cristalline sur sa main brillant de manière menaçante, et livre le verdict final.
ton heure est venue. Tenu en joue par la lame, Liu lève les yeux avec terreur et incrédulité. Il hurle sur Chang Mo, questionnant sa santé mentale pour essayer de le tuer sur l'empereur des mers. Chang Mo reste sans émotion. Avec sa lame bleue brillante prête à frapper, il confirme froidement les peurs de Liu. C'est exact. Réalisant que ces menaces sont inutiles, l'attitude de Liu bascule instantanément vers une supplication pathétique. Il implore pour sa vie, admettant qu'il a eu tort et promettant d'accepter n'importe quoi. Alors que la lame de Chang Mo descend, Liu joue sa dernière carte désespérée. Il hurle qu'il sait qui a tué la mère de Chang Mo, menaçant que le secret mourra avec lui si Chang Mo va jusqu'au bout. Les mots font mouche. Chang Mo se fige, sa main s'arrêtant en l'air, la lame planant juste à quelques centimètres du visage de Liu. La soif de vengeance pour la mort de sa mère l'emporte sur tout le reste. Chang Mo presse la pointe de sa lame cristalline contre le front de Liu, la menace froide indéniable alors qu'il se prépare à extraire l'information. Chang Mo attrape Liu par le col, une énergie sombre semblant le faire hurler d'agonie alors que Chang Mo exige la vérité. Chang Mo pose la question qui le hante, « N'est-ce pas toi qui as tué ma mère ?» Liu le nie rapidement et commence à expliquer. Il raconte qu'à cette époque, un autre corps émotionnel plus puissant était actif dans leur vieux quartier, répandant secrètement son virus et chassant les monstres nouveau-nés. Dans un flashback, Liu explique son origine. Il a été infecté par cette mystérieuse silhouette et transformé en monstre émotionnel. Mais au lieu de le tuer, l'être puissant a stabilisé son état et forcé Liu à devenir son subordonné. Il continue son récit de servitude, révélant que ce puissant monsieur l'a forcé à infecter d'autres gens ordinaires, les transformant en monstres. Ensuite, il a été forcé de les tuer. Le flashback montre la silhouette sinistre du « monsieur » récoltant les fruits du travail de Liu, s'emparant du pouvoir émotionnel des monstres nouvellement créés pour se renforcer. De retour dans le présent, l'expression de Chang Mo est grave. Il exige de connaître l'identité et la localisation actuelle de ce mystérieux personnage. Liu éclate d'un rire fou et moqueur. Il raille Chang Mo, révélant que cette personne est maintenant un gros bonnet, très respecté. Il prévient Chang Mo que s'il meurt, ce puissant monsieur tuera sûrement Chang Mo en représailles. Il commence à prononcer le nom, il est. Mais avant qu'il ne puisse finir, son visage se tord de terreur absolue. Il réalise qu'il ne peut pas prononcer le nom, bégayant que s'il le dit, ce monsieur ne me laissera pas partir. La patience de Chang Mo s'épuise. Entendant le refus de Liu, il déclare « Alors meurs » et lève sa lame pour porter le coup fatal. Soudain, une voix désincarnée résonne de nulle part, parlant avec une autorité glaçante. C'est la voix du mystérieux monsieur, émettant un ordre à distance directement à Chang Mo, « Je commande à ton cœur de s'arrêter de battre. » Une force invisible frappe Chang Mo. Une vue au rayon X révèle son cœur violemment comprimé, cessant de battre sous l'ordre puissant. Chang Mo halète et s'effondre, se tenant la poitrine alors que la lutte entre la vie et la mort commence en lui. Il tombe à genoux, son corps tordu de douleur alors qu'il lutte contre l'attaque à distance. Un pied se pose fermement sur le pont. Quelqu'un est arrivé sur les lieux, trouvant à la fois Chang Mo et Liu à se remettant de leurs épreuves respectives. C'est l'assistant du capitaine Liu Yang, le chef de la sécurité du navire. Il s'approche de Liu et s'incline pour s'excuser, disant « Monsieur, je vous prie de m'excuser, je suis en retard. » Liu, surpris par l'adresse formelle, demande si l'homme le connaît. Le chef de la sécurité confirme son identité en tant que VIP, déclarant que l'empereur des mers fera de son mieux pour le servir. Avec son statut confirmé et les renforts arrivés, Liu se tourne vers le Chang Mo affaibli avec un sourire sinistre et triomphant. Se sentant enhardi, il écrase la pointe de sa chaussure sur la tête de Chang Mo et jure « Tu te crois si dur, hein? Tu ne voulais pas me tuer? Allez, tue-moi. » Pendant ce temps, Chang Mo récupérait progressivement de l'attaque du majordome. Mais au moment où il a vu bouger, le lâche s'est précipité derrière le majordome, laissant échapper un jappement terrifié. Le chef de la sécurité du navire regarde Chang Mo avec une expression surprise, notant qu'il n'est pas mort de l'attaque. Chang Mo, récupérant toujours sur le pont, regarde sa main tremblante et se demande ce qui vient de lui arriver. Li se matérialise à côté de lui pour fournir une explication. Elle identifie le pouvoir qu'il a frappé comme appartenant à un corps émotionnel de type arrogance, qui possède la capacité de commandement. Elle clarifie que ce mystérieux monsieur a émis un ordre direct pour que son cœur s'arrête de battre. Chang Mo est stupéfait par les implications terrifiantes d'une telle capacité. Aussi exagérée que ça, demande-t-il, demandant si un pouvoir comme celui-là rendrait son utilisateur complètement invincible. Li explique le concept de hiérarchie de puissance. Le rang de corps émotionnel du monsieur est supérieur de 2 niveaux majeurs à celui de Chang Mo. C'est pourquoi il était impuissant à défier l'ordre. Elle souligne que s'il n'était pas un corps émotionnel de rationalité,
avec sa résistance inhérente à toutes les émotions, il serait déjà mort. Le chapitre se termine alors que Chang Mo lève les yeux vers les figures devant lui, son esprit fixé sur le mystérieux monsieur. Il arrive à une sinistre réalisation. L'homme qui a tué sa mère est un adversaire que, dans son état actuel, il ne peut absolument pas vaincre. Sur un pont spacieux sous un ciel étoilé, Chang Mo se tient face à 3 individus. À sa droite se trouve l'énigmatique Y Lee, et devant eux se tiennent 2 hommes en costume, l'un d'eux étant l'homme arrogant qui a été une épine dans son pied, avec son subordonné. Chang Mo demande à Y Lee si ce majordome est un être d'émotion, se demandant pourquoi il ne peut pas voir son monstre d'émotion. Elle explique que son monstre doit être profondément dans le royaume de l'esprit, le lieu de résidence principal des monstres d'émotion. Il confirme, demandant si c'est juste comme sa situation. Elle élabore avec un diagramme, montrant qu'avant, son monstre d'émotion était à la frontière entre la réalité et le royaume de l'esprit, c'est pourquoi il était visible aux autres. Le diagramme continue, illustrant qu'une fois qu'un monstre d'émotion va profondément dans le royaume de l'esprit, il devient difficile pour quiconque de l'observer. De l'autre côté du pont, l'utilisateur de colère sourit, remarquant que ce gamin Chang Mo semble avoir 9 vies. Il ordonne ensuite froidement à son subordonné de l'éliminer, et l'homme obéit immédiatement. Les yeux du subordonné brillent alors qu'il émet un ordre puissant directement à Chang Mo, « Je te commande de t'agenouiller ». Une pression immense force Chang Mo à mettre un genou à terre, son corps agissant contre sa volonté. Il serre les dents, choqué d'être complètement incapable de résister à l'ordre. Y Lee explique que c'est une caractéristique du commandement de l'être d'émotion arrogance. Moins l'ordre fait de mal, et plus la différence de niveau entre l'utilisateur et la cible est grande, plus il est difficile de désobéir. Liuza s'avance avec confiance vers Chang Mo agenouillé. Il s'avance et le frappe sur la tête, un acte de pure humiliation. Chang Mo lève les yeux, le visage marqué par le défi malgré la douleur et la disgrâce, ses lunettes brillant faiblement. Liu commence à le provoquer, se moquant de son désir de vengeance et menaçant sa mère, déclarant qu'en tant qu'être d'émotion, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à un simple roturier. Ensuite, il propose de raconter une histoire à Chang Mo en guise de remboursement. « Laisse-moi te raconter le jour où ta mère s'est transformée. » Les mots frappent Chang Mo, dont les yeux s'écarquillent de choc et d'horreur. Le méchant se remémore, décrivant comment la mère de Chang Mo avait un rare jour de lucidité, non contrôlée par ses émotions. Elle était allée faire des courses et cuisinait son plat préféré, un ragoût de poitrine de bœuf à la tomate, spécifiquement pour s'excuser auprès de lui. Avec un sens cruel de la pitié, il décrit comment tout s'est terminé en tragédie, avec du sang éclaboussé partout et le ragoût ruiné. Il révèle la vérité choquante. La mère de Chang Mo a été ciblée simplement à cause d'une remarque cruelle et désinvolte d'un personnage puissant, un seigneur, qui a suggéré qu'il chasse la mère célibataire d'à côté. L'utilisateur d'arrogance confesse qu'au début, il s'y est fortement opposé. Il se souvient à quel point la mère de Chang Mo était gentille avec lui quand il était pauvre, lui apportant même de la nourriture. Mais sa perspective s'est tordue. Alors qu'il a regardé perdre son sang-froid et voyait Chang Mo tomber du bonheur dans un abîme de désespoir, il a lentement commencé à apprécier ce sentiment. Son visage se tord de joie maniaque alors qu'il crie qu'il aime le sentiment de dominer la vie des autres et de leur arracher leur bonheur. Il se vante que s'il voulait qu'elle devienne un monstre émotionnel ou de la nourriture, elle n'avait pas le choix. Se relevant du sol, Chang Mo se tient maintenant debout, face à son bourreau. Dans sa main, il manifeste une lame bleue cristalline tranchante, prêt pour la vengeance. Mais immédiatement, le majordome place un ordre sur le corps de Chang Mo, « Je te commande de cesser tout mouvement ». Son pouvoir prend effet, le figeant sur place. Chang Mo a seulement le temps de regarder vers lui avec un regard plein de surprise. Immédiatement après, sa voix résonnait avec une autorité absolue, alors qu'il continuait à émettre un ordre humiliant, « Je te commande de t'agenouiller et de te prosterner ». Complètement incapable de résister à la puissance écrasante, le corps de Chang Mo est forcé de claquer son visage contre le pont avec un bruit sourd écœurant. Chang Mo reste en position de prosternation, totalement soumis par l'ordre. Liuza le regarde avec mépris, disant à son subordonné qu'il veut que Chang Mo fasse quelque chose. Le majordome accepte immédiatement, répondant « Oui, Seigneur ». Il donne à Chang Mo une chance de jurer allégeance et de devenir son chien. Avec une expression tordue et joyeuse, il donne l'ordre humiliant « Aboie 2 fois » et vit. L'ultimatum flotte dans l'air, le choix final étant rendu parfaitement clair, obéir ou mourir. Alors que les 2 méchants regardent, Chang Mo reste figé dans sa posture soumise, la lueur de l'ordre toujours active. Y Lee s'agenouille à côté du Chang Mo subjugué, lui demandant quel est le plan maintenant. Chang Mo, toujours face au sol, rétorque en demandant quel est son plan à elle. Il la questionne, déclarant que c'est elle qui a fait de lui un monstre émotionnel et semble tout savoir sur lui, Liuza et le navire. Croyant qu'elle a dû anticiper cette situation, il se résigne à son sort,
lui disant d'énoncer ses conditions et qu'il les acceptera toutes. Perdant patience, l'utilisateur de Liu crie « aboie » écrase son pied sur l'arrière de la tête de Changmo, la forçant à nouveau au sol. Un sourire faible et complice apparaît sur les lèvres de Li. Elle attendait ce moment de soumission totale. Un torrent massif de son énergie bleue foncée jaillit d'elle alors qu'elle fait son offre. Tout ce qu'il a à faire est d'être prêt à accepter son pouvoir. Alors que le pouvoir de Li coule en lui, une explosion massive d'énergie bleu clair jaillit de Changmo, envoyant valdinguer les deux méchants. Changmo est soulevé dans les airs, son corps inondé par la puissance brute et indomptée qui inonde maintenant son système. Il hurle d'agonie et d'extase alors que la puissance traverse son corps, ses lunettes volant en éclats sous la force pure. La transformation s'intensifie alors que des cristaux bleus tranchants jaillissent de son front, une manifestation physique de son pouvoir nouvellement éveillé. Liu et le majordome regardent avec terreur. Ils sont choqués par la tournure soudaine des événements, réalisant que son pouvoir émotionnel augmente rapidement et qu'il a complètement perdu le contrôle. Changmo se retrouve debout dans un espace serein et terré, un contraste frappant avec le chaos du monde réel. Il flotte au milieu d'une magnifique nébuleuse cosmique. C'est son monde intérieur, son royaume de l'esprit. Il regarde autour de lui et réalise que quelque chose de profond a changé. Il ne peut plus ressentir de tristesse, de bonheur, de surprise ou d'excitation. Toutes ses émotions ont disparu. Dans ce royaume de pure pensée, il a l'impression que tout n'est que calcul. Au-dessus de lui, une figure colossale et sombre commence à se former, l'éclipsant complètement. Son œil est froid et clair, reflétant l'état pur et sans émotion de son esprit transformé. De son corps, d'innombrables éclats de cristal bleu flottent vers le haut, fusionnant en une forme massive et puissante au-dessus de lui. Un souvenir traverse son esprit. Une époque plus heureuse, tous deux choqués et excités en jouant à des jeux vidéo ensemble. Un autre souvenir remonte, un moment paisible de lui et sa mère allongés sur le sol, dessinant tranquillement ensemble, entourés de crayons et de soleil. Les souvenirs continuent, montrant la mère et le fils jouant joyeusement ensemble en faisant les courses. Les souvenirs aigres-doux continuent. Dans l'un d'eux, sa mère contracte son muscle pour plaisanter, le faisant halter d'admiration. Une femme forte et vibrante. Mais le chagrin n'était jamais loin. Aux funérailles de son père, elle tient son fils en pleurs, un pilier de force pour lui-même dans son propre deuil. Après la mort de son père, le jeune Changmo est souvent vu seul, renfermé et perdu dans sa propre tristesse. Sa mère était toujours là pour lui tapoter doucement la tête, une promesse silencieuse qu'elle le protégerait toujours. Elle souriait et contractait son muscle à nouveau, le rassurant qu'elle était assez forte pour eux deux. Mais la maladie a pris le dessus. Les souvenirs s'assombrissent, la montrant dans un accès de rage, ses émotions échappant à tout contrôle alors qu'elle brise tout autour d'elle. Dans un moment de lucidité après une explosion, elle tient son fils terrifié, le visage strié de larmes de regret pour la douleur qu'elle a causée. Mais la rage revenait toujours, son visage tordu par la fureur alors qu'elle criait sur le jeune garçon. Les souvenirs deviennent un flou horrible de violence alors qu'elle lève un fouet contre son propre enfant. Et après que la tempête de sa colère passait, elle s'effondrait de honte et de chagrin, tandis que son fils, malgré sa peur, essayait de la réconforter. Le flashback atteint sa conclusion horrible, l'image finale gravée dans son esprit. Le corps sans vie de sa mère sur le sol de la cuisine, la marmite de ragoût renversée à côté d'elle, exactement comme le méchant l'avait décrit. Ensuite, l'image de Liu apparaît dans son esprit, souriant largement avec un pur plaisir sadique, ses yeux brillants alors qu'il savoure la douleur qu'il vient de remuer. De retour dans l'espace mystérieux, une fissure apparaît sur le verre des lunettes de Changmo. Sa retenue vole en éclats. À travers le verre fissuré, son œil n'est plus le brin calme d'un homme rationnel, mais un jaune flamboyant et furieux, rempli d'une rage indicible. Avec un dernier craquement net, ses lunettes, le symbole de son contrôle et de sa rationalité soigneusement maintenue, volent complètement en éclats. Changmo lève maintenant les yeux, le visage nu et les yeux brûlants d'une puissance nouvelle et terrifiante. Le garçon a été remplacé par un vengeur. À l'intérieur de leur paysage mental partagé, Li explique que l'immense colère qu'il avait emmagasinée est ce qui lui a permis de maintenir son sens de soi après avoir accepté son pouvoir. Elle transmet une sagesse critique. Pour manier véritablement le pouvoir de la rationalité, il doit être prêt à abandonner la rationalité elle-même dans les moments cruciaux. C'est un paradoxe qu'il doit maîtriser. Avec un sourire séduisant, elle le prévient que s'il échoue, il perdra le contrôle et deviendra un monstre émotionnel de pure rationalité. Puis, elle le lâche, maintenant, profite de ta vengeance. Il embrasse son pouvoir, une couronne de cristaux d'énergie bleue se formant au-dessus de sa tête alors qu'il se prépare à déchaîner sa fureur. De retour sur le pont, un énorme pilier d'énergie bleue et ardente jaillit de Changmo, un phare de son pouvoir éveillé qui étourdit les deux méchants. L'énergie recule, laissant un Changmo transformé se tenant calmement au centre, quelques fragments cristallins de son pouvoir flottant autour de lui.
L'utilisateur de Liu a ri de confusion, se moquant de ce qu'il perçoit comme un échec. C'est quoi ce bordel? Son pouvoir émotionnel a juste disparu tout d'un coup. Je pensais qu'il était si puissant. Mais son subordonné, dont le visage est pâle de terreur, commence à bégayer. Il peut sentir une pression écrasante que son patron arrogant ne peut pas sentir. Non, ce n'est pas. Il affirme que le pouvoir émotionnel de Chang Mo n'a pas disparu. De très haut, un flux de puissance bleu profond enveloppe progressivement le navire. Il réalise l'horrible vérité, le pouvoir émotionnel n'a pas disparu. Il s'est élevé à un niveau tellement au-delà d'eux qu'ils ne peuvent plus le percevoir. Alors que l'entité colossale de pure rationalité se manifeste, elle libère une onde de choc silencieuse et écrasante de puissance qui s'étend à travers tout le navire. Ailleurs sur le navire, la puissante onde de choc ondule à travers une fête somptueuse, la musique s'arrêtant alors que l'immense pression est ressentie par tous. Les fêtards sont jetés au sol, leur corps incapable de résister à la force soudaine et écrasante qui a déferlé sur le vaisseau. L'un des invités lève les yeux dans une terreur pure, le visage pâle alors qu'il bégaye. C'est quel genre de pouvoir est-ce? Dans un restaurant élégant à bord, un homme dîne seul, les lumières de la ville scintillant à l'extérieur. Alors qu'il coupe son steak, l'assiette en dessous se fissure soudainement, un signe de l'immense puissance déchaînée à proximité. Il lève les yeux, choqué, reconnaissant la signature d'un corps émotionnel de classe mondiale. Il se demande si quelqu'un est assez fou pour faire la guerre contre l'empereur des mers. Ou peut-être, songe-t-il, cible-t-il le syndicat entier que dirige l'empereur des mers. Dans un salon privé, les chefs du syndicat, un groupe de figures puissantes et influentes, ressentent tous la perturbation. L'un d'eux, un homme aux cheveux longs et au bouc, se lève, l'expression grave et sérieuse. Une femme élégante avec un grand chapeau et des lunettes de soleil tire froidement sur sa cigarette, se demandant à voix haute si un autre individu de classe mondiale est apparu. Un autre associé, un homme blond avec une cicatrice sur le visage, demande avec inquiétude si ce nouveau pouvoir vient pour eux. Une femme aux yeux perçants spécule que cela pourrait être un allié pour celui qui a vaincu Liuza, et que leur cible est l'empereur des mers lui-même. Depuis le bout de la pièce, une figure imposante portant une cape regarde le ciel nocturne, disant à tout le monde de ne pas s'inquiéter. C'est l'empereur des mers, Liu Yang. Avec une confiance absolue, il déclare que peu importe qui vient, tant qu'ils osent l'offenser, même un individu de classe mondiale mourra. De retour sur le pont, l'atmosphère est lourde. Chang Mo se tient transformé, tandis que les deux méchants fixent la scène, l'air épais d'un pouvoir invisible. L'utilisateur de Liu est dans un déni frénétique, hurlant « Son niveau, on ne peut plus le percevoir? Comment est-ce possible? Tu te fous de moi ?» Juste lui. Le subordonné, transpirant et tremblant, confirme la vérité impossible. Pour vous, c'est imperceptible, mais moi, je peux vaguement le voir. Il décrit la sensation. Une pression écrasante venant du point le plus haut, une pression de classe mondiale comme celle des grandes figures qu'ils servent. Un véritable désastre. Son calme vole finalement en éclats, et il hurle à son maître, « Fuyez, vite !» Mais il est bien trop tard. Chang Mo apparaît devant eux en un instant, saisissant leurs deux têtes dans ses mains et les soulevant du sol avec facilité. D'un geste désinvolte et impitoyable, il les expédie, leur corps sans vie s'effondrant sur le pont. Son premier acte de vengeance est complet. Li apparaît à ses côtés, remarquant à quel point c'était étonnamment facile. Elle demande avec espièglerie si leur tordre le cou immédiatement n'était pas un peu exagéré. Chang Mo, ses yeux jaunes froids et dénués d'émotion, répond « En effet, ce n'était pas assez bien fait. J'aurais dû le torturer lentement jusqu'à la mort. » Li sourit, ravi par son adoption de cette logique impitoyable. Avec sa vengeance initiale terminée, le regard froid de Chang Mo tombe sur la structure même du navire. « Mais ne nous pressons pas, » dit-il, la voix dénuée d'émotion, « le vrai spectacle ne fait que commencer. » Il tape du pied, et le ponceau lui répond, révélant sa vraie nature. Un vaste réseau d'énergie dorée, comme des veines lumineuses, s'étend depuis son pied, exposant le navire comme un corps émotionnel vivant et respirant. L'énergie jaune se répand à travers le navire, se révélant être un réseau de puissantes vrilles émanant de la superstructure du navire, à laquelle Chang Mo fait maintenant face. Les vrilles convergent vers une figure colossale assise sur un trône, un corps émotionnel majestueux et doré d'une immense puissance. C'est la véritable forme du maître du navire. Chang Mo lève les yeux vers la vue magnifique et terrifiante, son expression illisible alors qu'il murmure « C'est ». Li explique l'étrange phénomène. Elle lui rappelle qu'une bataille précédente a eu lieu sur le navire, pourtant il n'a subi aucun dommage. C'est parce que le navire lui-même est un corps émotionnel, et c'est son vrai visage. Elle continue, révélant que dans ce monde de pouvoir émotionnel, la perception est liée à la force. L'entité dorée de l'empereur des mers fait face au propre monstre colossal et cristallin bleu de Chang Mo.
Ce n'est qu'en empruntant son pouvoir qu'il peut même commencer à voir le monde tel qu'il est vraiment. Le voile levé, l'empereur des mers Liu Yang se tient devant son magnifique corps émotionnel, regardant l'intrus de haut avec une autorité absolue. Depuis son trône de pouvoir, le corps émotionnel de Liu Yang étend ses vrilles dorées semblables à des éclairs à travers tout le pont, affirmant sa domination totale sur l'espace. Liu Yang s'adresse directement à Chang Mo, sa voix dégoulinante d'arrogance. « Alors tu es cet individu de classe mondiale qui ne connaît pas sa place, ricane-t-il. Prépare-toi à mourir. » Il commence à incanter, sa voix résonnant de puissance. Au sein de l'univers, entre les terres, toute offense sera punie. Le chant continue, dictant la loi de son domaine, toute chose se soumet, écoutant mon commandement. Toute transgression coûtera du sang. Alors que Liu Yang chante, son pouvoir enfle, l'air crépitant d'énergie dorée. Chang Mo réalise que son adversaire et le monstre émotionnel chantent simultanément. La stratégie devient claire pour Chang Mo, je comprends. Il peut augmenter la puissance de ses ordres en chantant. En réponse, le monstre émotionnel titanesque de Chang Mo émet un ordre à son tour, sa voix résonnant à travers les dimensions, par mon décret. Espace autour de l'envahisseur, solidifie-toi. Un cube massif d'énergie dorée scintillante se forme instantanément autour de Liu Yang et de son monstre en forme de trône, les piégeant dans une prison d'espace solidifiée. Nullement découragé, Liu Yang continue son chant, déchaînant son attaque. Avec une épée dorée, j'inflige la punition. Il superpose un autre ordre plus dévastateur par-dessus son attaque, par mon décret. Au sein de l'espace solidifié, tout pouvoir émotionnel est stoppé. Il n'a pas seulement l'intention de se libérer, mais d'annuler complètement le pouvoir de Chang Mo. D'innombrables épées dorées se manifestent et s'abattent sur la prison, tentant de la briser de l'intérieur pendant que l'ordre d'arrêt de pouvoir prend effet. Liu Yang se moque, confiant dans sa victoire. « MPH, tu te surestimes », dit-il, croyant que le combat est déjà fini. Observant depuis le salon, les membres du syndicat sont d'accord. Ils remarquent que le vainqueur a été décidé rapidement, critiquant l'expérience superficielle du nouveau venu pour avoir permis à Liu Yang de terminer un chant aussi long. Ils notent qu'ils n'ont jamais vu un monstre émotionnel comme celui de Chang Mo auparavant, mais sont convaincus qu'avec son pouvoir réduit de moitié par l'ordre de l'empereur des mers, il n'a aucune chance de renverser la situation. Ils concluent que le capturer vivant n'est plus qu'une question de temps pour leur capitaine. Soudain, une fissure apparaît à la surface de la prison dorée, mais ce n'est pas dû à l'assaut extérieur. Quelque chose ne va pas. Les membres du syndicat regardent dans un silence stupéfait, leurs expressions confiantes s'évanouissant. Même l'empereur des mers, Liu Yang, ne peut cacher son choc. Sa technique ultime est en train d'échouer. Dans un fracas assourdissant, la prison dorée vole en éclats, non pas par le pouvoir de Liu Yang, mais par la force brute et inarrêtable du monstre de Chang Mo, brisant tout de l'intérieur. Son pouvoir n'a jamais été stoppé. Libéré de sa prison, le monstre colossal de rationalité de Chang Mo révèle sa pleine puissance. Il brise sans effort les vrilles dorées du pouvoir de l'empereur des mers qui avait enveloppé le navire, les chaînes qui le liaient autrefois se brisant. Ses yeux brillant d'une fureur froide et calculée, Chang Mo regarde son ennemi. Chang Mo reste silencieux un instant, puis lève lentement la main haut, comme s'il se préparait à un ordre. Sur le pont, son monstre émotionnel reste en vol stationnaire, ses courants d'énergie déferlant créant une atmosphère terrifiante qui oppresse tout. Sa main, qui était levée pour émettre l'ordre, retombe mollement. Le jugement a été rendu. Son monstre émotionnel agit, déchaînant une vague finale et dévastatrice d'énergie bleue cristalline et d'épées tranchantes, un tsunami de pur pouvoir rationnel qui déferle vers l'empereur des mers. Liu Yang, l'empereur des mers autrefois invincible, est pris dans l'explosion. Son visage est un masque de pure terreur et d'incrédulité alors qu'il est totalement consumé par un pouvoir qui défie toute émotion. Un pilier massif de lumière bleue jaillit du pont du navire, un phare visible à des kilomètres, signalant la défaite définitive et écrasante de l'empereur des mers. Le règne de l'arrogance sur ce navire a connu une fin décisive. Reprenant le dernier chapitre, la bataille sur la mer de la conscience fait rage. Une entité massive d'énergie bleue pure jaillit des eaux sombres, signifiant l'immense pouvoir que Chang Mo est sur le point de déchaîner. Sur le pont du colossal empereur des mers, les invités VIP observent le chaos qu'ils ont causé. Le capitaine du navire regarde, l'eau et l'énergie éclaboussant autour de lui. Son visage est un masque de fureur et d'incrédulité face à la scène qui se déroule devant lui. La force pure de l'énergie libérée est si grande qu'elle semble soulever l'empereur des mers tout entier hors de l'eau, l'enveloppant dans une lumière jaune aveuglante. Chang Mo tient bon, son corps étant maintenant un conduit pour l'aura bleue déchaînée. Ses yeux brillent d'une lumière jaune menaçante, montrant un pouvoir à peine contenu. Le capitaine est complètement choqué. Il marmonne pour lui-même, se demandant comment Chang Mo a réussi à se libérer de ses chaînes émotionnelles. Il se demande quel but un monstre comme lui pourrait avoir pour monter à bord de son navire, ou pire,
pour cibler le puissant groupe qu'il représente. Il fait une pause, son esprit s'emballant alors qu'il essaie de comprendre la tournure soudaine des événements. Mais sa contemplation est de courte durée. Il se moque, décidant que peu importe les intentions de Chang Mo. Sa propre méthode a toujours été simple et directe. Tuer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Son esprit décidé, le capitaine beugle un ordre. Il invoque ses soldats d'élite, hurlant « Garde !» dans la tempête chaotique. En réponse à son appel, des guerriers en armure dorée, les obstructeurs, se matérialisent de nulle part, entourant Chang Mo avec leurs lances acérées pointées directement sur lui. Mais les gardes ne sont pas de taille face à la puissance brute que Chang Mo manie maintenant. Son entité émotionnelle dévie sans effort leurs attaques, les lances dorées rendues inutiles contre la tempête d'énergie bleue. Au cœur de l'entité, un trou noir de vide émotionnel pur pulse, attirant toute la lumière et l'énergie. L'entité riposte, un tourbillon de force destructrice qui déchire les rangs des obstructeurs dorés. La concentration de Chang Mo est absolue, ses yeux brillants suivant l'assaut futile des gardes alors qu'il contrôle chaque mouvement de l'entité. Voyant ses gardes d'élite être submergés, la stratégie du capitaine change. Il réalise que ce pouvoir est trop précieux pour être détruit. Il hurle « Arrêtez !» dans l'espoir de capturer Chang Mo vivant. Pendant un instant, il semble que l'attaque puisse faire mouche alors que la forme humaine de Chang Mo est exposée. Les obstructeurs obéissent à l'ordre initial de leur maître, leurs lances convergeant vers Chang Mo et transperçant son corps de toutes parts. Mais personne ne s'attendait à ça. Les lances dorées n'ont même pas pu infliger une égratignure au corps de Chang Mo. Alors que les lances se désintègrent progressivement, l'expression de Chang Mo reste impassible. Ses yeux brillants brûlent d'une intensité inflexible, montrant que la bataille est loin d'être terminée. Avec une poussée de puissance, il brise les lances dorées, se libérant du piège et envoyant des fragments d'armes volées dans toutes les directions. Chang Mo se tient avec défi au milieu des débris des gardes vaincus. Son corps semble renforcé par une myriade de forces, faisant passer ses défenseurs magiques pour de simples soldats de plomb. Le capitaine ne peut que hurler de rage et de frustration, son plan de tuer ou de capturer le gamin étant complètement ruiné. Le capitaine ne peut que lever les yeux avec horreur alors que l'entité émotionnelle de Chang Mo rassemble sa puissance, se fondant en une arme colossale d'énergie pure qui plane au-dessus de tout le navire. Dans le reflet de son œil terrifié, la lame monstrueuse prend forme. Il comprend maintenant la véritable nature de son adversaire. Pas un homme, mais une force de la nature, un véritable monstre de la mer émotionnelle. L'entité de Chang Mo manifeste une lame colossale d'énergie pure, l'abattant sur le capitaine avec une force immense, fendant l'espace même autour d'eux. L'onde de choc envoie le capitaine valser vers Chang Mo. Une chaîne, faisant autrefois partie des liens de l'entité, fouette l'air près de Chang Mo. Bien que submergé, l'expression du capitaine se durcit. Il serre les dents, refusant d'être vaincu par ce pouvoir inconnu. Une étrange transformation commence sur Chang Mo. Ses doigts commencent à se cristalliser en une forme de griffe bleue et tranchante, une nouvelle manifestation de son pouvoir. Le capitaine invoque à nouveau ses constructions dorées, formant un mur défensif de lances pour bloquer l'assaut imminent. Chang Mo tend la main vers le trou noir au centre de son entité, puisant dans son pouvoir du vide pour alimenter sa prochaine attaque. Ces griffes de cristal nouvellement formées déchirent facilement les défenses dorées du capitaine, brisant les constructions dans un fracas assourdissant. Les lances dorées s'avèrent totalement inefficaces alors que le vortex d'énergie bleue et le trou noir les dévient et les consument simplement. La bataille sombre dans une mêlée chaotique, avec Chang Mo et le capitaine à l'épicentre d'une tempête d'or et d'énergie bleue. Dans une dernière démonstration de son autorité, le capitaine manifeste un trône de puissance dorée, regardant de haut Chang Mo et son entité, mais c'est un geste vain face à une force aussi écrasante. Mais l'immense pouvoir a un coût. Chang Mo commence à faiblir, respirant lourdement alors que l'effort pour maintenir l'entité se fait sentir. Le capitaine sent immédiatement le changement de puissance. Un sourire narquois s'étire sur son visage alors qu'il réalise « Le pouvoir de ce gamin affaibli. Je peux gagner. » Sun plan change instantanement. Il note que la fuite est difficile en pleine mer, ce qui lui donne une chance parfaite de capturer Chang Mo vivant. Capturer ce monstre émotionnel rendrait un grand service à sa mystérieuse organisation. Juste à ce moment, Li intervient. Elle dit à Chang Mo que son propre pouvoir est presque épuisé. Quand il demande quoi faire, sa réponse est simple et pragmatique, on court. Sans perdre de temps, Li le presse de fuir. Chang Mo attrape la chaîne à proximité et commence à se balancer loin du combat. Alors qu'il court vers le bord du navire, Li lui donne une dernière instruction désespérée, saute dans la mer. Le capitaine regarde avec incrédulité, totalement confus. Ce gamin est fou ou quoi? Pourquoi il court dans cette direction? Suivant l'ordre de Li, Chang Mo saute de l'empereur des mers, plongeant dans les eaux sombres et agitées de la mer Noire en contrebas. Le choc froid de l'eau le frappe,
ses yeux écarquillés par un mélange de peur et de confusion alors qu'il sombre dans l'abîme. En descendant, il réalise que ce n'est pas un océan ordinaire. En dessous de lui rôde une forme colossale et ténébreuse, la véritable nature de la mer Noire, un corps-émotion de dépression de classe mondiale. Ses yeux s'écarquillent de pure terreur alors qu'il comprend l'échelle horrifique de la créature dont il vient d'entrer dans le domaine. Alors qu'il sombre de plus en plus profondément, sa perception commence à se déformer, et une vérité horrible sur son monde commence à se faire jour en lui. Il a une vision de sa maison, la ville de Donghae, non pas telle qu'il la connaît, mais comme un paysage tordu dominé par une entité monstrueuse dans le ciel, le corps-émotion connu sous le nom d'envie. La vision continue, révélant que le monde entier est une friche où des mains ténébreuses, manifestation du désespoir, s'élèvent du sol stérile. La réalité qu'il connaissait était un mensonge. En regardant depuis les rues de la ville, le ciel est un vortex terrifiant d'énergie ardente, avec un orbe sombre ressemblant à une planète en son centre. Le monde que Chang-mo connaissait n'est qu'une coquille fragile sous une nouvelle réalité monstrueuse. La vision dézoome, montrant l'échelle insondable de l'abîme. Toute cette dimension, la mer Noire, est une créature vivante, une vaste entité de dépression et de désespoir avec un trou noir pour cœur. L'horrible vérité commence à s'imprégner. Chang-mo réfléchit avec une terreur naissante. Depuis le début, je pensais que tout le monde était malade. Mais la réalisation est bien pire que ça. Alors que du sang commence à couler de son œil à cause de la tension psychique, il comprend son erreur. Il hurle d'agonie alors que tout le poids de la vérité s'abat sur lui. Ce n'étaient pas seulement les gens. La mer, la ville, la terre, le ciel. Tout est malade. Le monde entier a été consumé par ces monstruosités émotionnelles. De retour sur le navire, le capitaine regarde le corps de Chang-mo tomber mollement dans l'océan sombre, ignorant le tourment mental qu'il subit. Il remarque alors le filet de sang coulant des yeux de Chang-mo, un détail qui le fait reculer de choc. Ses yeux saignent. Qu'est-ce que c'est que ça? Soudain, toutes les pièces s'assemblent pour le capitaine. Il réalise la vérité, j'ai compris. Son pouvoir est emprunté. Son propre statut n'est pas suffisant pour supporter cette vérité. Le gamin n'est qu'un réceptacle. Sentant sa confiance revenir, le capitaine pointe le doigt vers le garçon qui coule et déclare victoire en criant « Gamin !» Das Mord. Mais dans les profondeurs, Li apparaît devant Chang-mo. Elle lui dit doucement de fermer les yeux, expliquant que bien que son pouvoir lui ait permis d'apercevoir la vérité, son esprit n'est pas encore assez fort pour la gérer. D'une voix calme mais ferme, elle lui donne un ordre et une promesse de salut. « Maintenant, laisse-moi prendre le contrôle de ton corps. » Alors qu'ils tombent, leurs formes commencent à fusionner en une seule. Au-dessus de l'eau, le capitaine prépare ses obstructeurs pour une frappe finale, prêt à achever le garçon qu'il considère maintenant comme faible. Mais ce qui émerge de l'eau n'est pas le garçon affaibli. Chang-mo et Li ont fusionné, une synthèse parfaite du réceptacle humain et de l'esprit rationnel, leurs expressions calmes et irradiant une immense puissance. Leurs pouvoirs combinés éclatent, créant une nouvelle entité bien plus puissante qui éclipse tout ce qui a été vu auparavant. Le capitaine ne peut que fixer, la mâchoire pendante, totalement déconcerté par cette montée d'énergie soudaine et impossible. À leur commandement, la mer Noire elle-même s'éveille. Une paire d'yeux cyan brillants s'ouvre dans les profondeurs, signalant que la dimension entière est maintenant sous leur contrôle. Une main colossale, formée de l'essence même de la mer Noire, s'élève des profondeurs, prête à châtier leur ennemi. Le capitaine hurle de terreur absolue, son esprit se brisant enfin alors qu'il est témoin de l'impossible. La mer Noire, son monstre émotionnel, peut vraiment contrôler la mer Noire. La main géante du corps de dépression s'abat, annihilant totalement le capitaine, son navire et son armée dorée en un seul coup catastrophique. Une fois la tempête passée, Chang-mo perce la surface, haletant pour reprendre son souffle. Li le soutient alors qu'il crache de l'eau. Elle lui demande s'il va bien, et il répond faiblement que ça va. Soudain, un bruit de craquement attire son attention. Il regarde vers le bas pour voir ses lunettes, une partie fondamentale de son identité, se briser et se dissoudre en lumière. Il touche son visage, confus et désorienté par cette perte. Mes lunettes? Yeli eplüye calmementle pınom. Les lunettes sont un symbole subconscient de sa rationalité. Dans les moments de forte émotion, elles disparaissent. Quand il se calmera et que sa rationalité reviendra, les lunettes réapparaîtront. Chang-mo traite silencieusement cette information, fixant le vide un instant. Finalement, il pose la question qui éclipse maintenant tout le reste. Donghae, la ville de Donghae, et cette chose dans le ciel. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monde? En réponse à la question de Chang-mo, Li commence son explication. Ce monde a subi depuis longtemps des changements énormes, mais ton niveau t'empêchait de le savoir. Elle explique la couverture utilisée pour l'état du monde. Les infos disaient que Donghae était pollué par le pétrole.
En réalité, ce qui a pollué Donghae, c'était un corps-émotion. Elle lui donne une leçon d'histoire. Il y a des années, une grande bataille a causé la perte de contrôle d'un corps-émotion de dépression de classe mondiale. Il est devenu l'eau noire et visqueuse sur laquelle ils se tiennent, coulant d'innombrables navires de guerre. Le visage monstrueux qu'il a vu était la véritable forme de cette dépression. Elle continue, révélant que le monde entier est maintenant contrôlé par ces entités. C'est devenu normal pour des villes comme Donghae d'avoir leur propre corps-émotion terrifiant, tout comme le navire du capitaine qu'ils viennent de détruire. Elle tourne ensuite son regard vers le ciel, prête à répondre à sa dernière question sur l'entité qui plane au-dessus. Avec certitude, elle identifie l'horreur céleste. Si je ne me trompe pas, c'est l'envie. Chang Mo, ses lunettes réapparues alors qu'il traite l'information, peut à peine y croire. Qu'est-ce que tu racontes? Yeli ekliyor ve son blocage mental. Les concepts sont trop grands, son âme trop faible pour supporter la vérité. S'il se forçait à comprendre, cela briserait probablement son esprit. Chang Mo assemble enfin tout le puzzle. Il réalise que ce que le monde appelle maladie émotionnelle n'est que le plus petit symptôme visible de cette réalité monstrueuse, juste la pointe de l'iceberg. Lee expose la sombre réalité de sa nouvelle vie. Elle l'a sauvé, mais ce faisant, lui a montré une vérité qui signifie qu'il ne pourra jamais revenir en arrière. Une vie d'ignorance aurait été plus heureuse. Maintenant, le combat et le danger le suivront comme une ombre. Elle le regarde intensément, posant la question cruciale. C'est moi qui t'ai entraîné dans ce vortex, est-ce que tu vas me haïr? Un flash de la récente bataille inonde son esprit. Le chaos, la destruction, le pouvoir. Sa réponse est complètement inattendue. Il ne ressent pas de haine. Au lieu de cela, il admet « Non, je t'en suis plutôt reconnaissant. Je sais que tu as tes raisons, mais je ne me suis jamais senti aussi vivant. » La regardant depuis la surface de l'eau sombre, il embrasse sa nouvelle réalité avec une déclaration stupéfiante. C'est comme une nouvelle naissance. Son esprit étant décidé, Chang Mo accepte pleinement sa nouvelle voie et demande des éclaircissements. « Alors, peux-tu me dire qui tu es vraiment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement ?» Un léger sourire complice joue sur les lèvres de Lee alors qu'elle se prépare à révéler enfin toute son histoire. Elle commence son récit, flottant dans un espace abstrait. « Je suis juste un esprit errant. » Pendant des années, elle a erré à travers la ville, complètement invisible et inaudible pour les millions de personnes autour d'elle, un fantôme dans son propre monde. Elle explique qu'elle est l'incarnation de la rationalité. Alors que le monde succombait à l'émotion, son pouvoir s'est flétri. Ses souvenirs se sont brisés comme un puzzle, ne lui laissant rien d'autre que son nom. Elle était comme un feu de forêt sans combustible, un concept s'effaçant dans un monde qui avait abandonné la logique. Sa flamme devenait de plus en plus petite, destinée à s'éteindre, à disparaître dans le néant. Son œil s'ouvre, une étincelle bleue brillante d'espoir. Jusqu'à ce que je te rencontre. Elle se souvient du jour de leur première rencontre, quand il l'a accidentellement bousculée dans la rue. C'était un moment banal pour lui, mais pour elle, c'était tout. Il pouvait la voir. Elle révèle sa signification unique. Durant toutes ces années de disparition, il était le seul à pouvoir lui parler, le seul à pouvoir la toucher. Cela signifie qu'il est la seule personne qualifiée pour la porter, elle, l'esprit de la rationalité. Utilisant une métaphore, elle explique leur lien symbiotique. Si elle est un feu de forêt, il est la fournaise qui lui permet de brûler et d'éviter l'extinction. Elle confesse ensuite sa manipulation, admettant qu'elle a prétendu être sa collègue et a aidé avec l'affaire de sa mère uniquement pour le lier à elle. Elle continue, attrapant son bras pour appuyer son propos. Elle l'a protégé sur l'empereur des mers et lui fait maintenant une offre. « Je ferai de mon mieux pour t'aider à obtenir tout ce que tu veux. Argent, pouvoir, statut. Tout ce que tu désires, je t'aiderai à l'obtenir. Mais son aide a un prix. En échange, tu dois devenir plus fort. Assez fort pour regarder directement ce secret dans le ciel. Assez fort pour explorer ce secret dans le ciel. » Finalement, elle révèle son enjeu personnel dans tout ça. L'entité connue sous le nom d'envie détient la clé de son passé. Parce que la partie la plus importante qui me manque est dans le ciel. Carte sur table, elle tend la main, rendant leur pacte officiel. Faisons à nouveau les présentations. Je m'appelle Lee. Aujourd'hui est aussi ma nouvelle naissance. Chang Mo regarde sa main tendue, et après un moment de réflexion, un sourire confiant s'étire sur son visage. Il accepte. Il se serre la main alors que le soleil se lève, marquant leur nouveau partenariat. Chang Mo, dit-il, acceptant formellement son rôle. Il regarde directement Lee et déclare « C'est notre renaissance ». La scène s'estompe, et la nuit tombe sur la mer. Ailleurs, un nouveau groupe apparaît, observant les conséquences de la bataille depuis un petit radeau. Une femme, Mademoiselle Song, demande à une silhouette encapuchonnée s'ils ont identifié le responsable.
La silhouette répond, étonnamment facile à trouver. Ils ont déjà compilé un dossier sur lui. Chang Mo, un artiste de 18 ans. La mort de sa mère à l'âge de 10 ans est notée comme suspecte, possiblement chassée par quelqu'un nommé Liuza. Crucialement, ses rapports médicaux montrent qu'il était une personne ordinaire il y a seulement quelques mois. Mademoiselle Song trouve cela impossible. Elle note que son niveau de puissance était clairement de classe mondiale. Une telle augmentation de puissance en seulement quelques mois est tout simplement impossible. Le subordonné encapuchonné propose la théorie la plus probable, la même à laquelle le capitaine était arrivé. Le pouvoir de ce type est-il emprunté? Un autre subordonné confirme que c'est probable. Le raisonnement est solide. Ses yeux ont saigné quand il a regardé l'entité dans le ciel. Si le pouvoir était vraiment le sien, son corps n'aurait pas eu une réaction aussi violente et négative à l'attention. L'intérêt de Mademoiselle Song est piqué. Emprunter un pouvoir assez fort pour contrôler la mer Noire est un exploit incroyable. Elle se demande qui peut être la véritable source de ce pouvoir. Elle prend une décision. Ils étaient censés enquêter pour le capitaine, mais cette découverte est trop importante. Décidant de le retarder, elle plaisante en disant qu'elle a besoin de son sommeil réparateur et qu'il devrait partir. Un subordonné plus âgé demande une clarification. « Mademoiselle Song, on ne s'occupe plus de ce gamin. » Elle sourit narquoisement, pleine de confiance. « Ne t'inquiète pas, avec l'influence de notre famille Song dans le Grand Xia, il ne peut pas s'échapper. Et la personne derrière lui qui lui prête son pouvoir, aucun des deux ne s'échappera. » Les yeux brillants, elle déclare leur nouvelle mission, un objectif bien plus grand que d'aider le capitaine. Nous devons obtenir ce pouvoir. Pour notre Seigneur. Ses subordonnés font écho à sa ferveur, concluant le chapitre sur une note menaçante. Après la bataille intense, la scène change pour un paysage serein alors qu'une question cruciale flotte dans l'air. Quel est le plan maintenant? Chang Mo est déterminé à trouver l'adulte que Liu a mentionné, celui derrière la mort de sa mère. Mais Y. lui rappelle que cet adulte est probablement un personnage très dangereux. Y. le prévient que c'est un gros bonnet caché dans l'ombre, pas quelqu'un qu'il peut affronter dans son état actuel. Elle explique que leur priorité absolue est de trouver un abri. Les forces du navire les recherchent, et son pouvoir est presque épuisé. Si un autre ennemi de classe mondiale apparaît, ils sont finis. Y. ajoute à la liste des soucis, mentionnant qu'il a également provoqué les forces derrière l'empereur des mers, et que son pouvoir émotionnel unique suffit à rendre beaucoup de gens fous d'avidité. Soudain, au milieu de la conversation de vie ou de mort, Chang Mo pousse un cri de panique. Y. surprise, lui demande ce qui ne va pas. Sa panique ne concerne pas les ennemis de classe mondiale, mais quelque chose de bien plus banal. Il s'est soudainement souvenu qu'il était censé aller travailler, mais réalise ensuite que ça n'a pas d'importance puisque toute l'équipe du projet est morte. Son esprit s'emballe, déplorant l'occasion gâchée d'être payé sans travailler, et s'inquiétant maintenant d'être viré pour absence et de n'avoir aucun argent pour vivre. Y. reste totalement sans voix devant ses priorités bizarres dans une situation aussi critique. Chang Mo tombe lui aussi dans le silence, le poids de sa nouvelle réalité commençant à s'imprégner. Il lève les yeux, une profonde réalisation se faisant jour en lui. Il dit que ce n'est que maintenant qu'il sent vraiment que sa vie est devenue complètement différente et qu'il ne pourra jamais revenir en arrière. Voyant son changement d'attitude, Y. le regarde avec une expression complice, presque satisfaite. L'ambiance étant enfin revenue à la survie, elle lui dit qu'ils sont presque arrivés. L'abri qu'elle a mentionné est juste devant, visible au loin. La scène change, avec un ciel bleu clair marquant leur voyage vers le sanctuaire. À leur arrivée, la première chose qu'ils voient est un groupe de patients avec des expressions ahuries et bizarres sur le visage. Chang Mo regarde autour de lui dans la salle d'attente, remplie d'individus particuliers, et demande à Y. si c'est vraiment l'endroit qui pourrait les abriter. Elle confirme que c'est le cas. La caméra remonte, révélant que leur abri n'est autre que le deuxième hôpital psychiatrique de la ville de Donghae. Y. lui dit de ne pas sous-estimer l'hôpital. Bien qu'isolé, c'est une institution officielle spécialisée dans le traitement des patients atteints de maladies émotionnelles. Elle explique sa stratégie. La ville de Donghae est sous le contrôle du gouvernement du Grand Xia, la force la plus puissante du coin. Un corps émotion comme lui a plus de chances d'être absorbé par une organisation officielle que d'être traqué. Elle ajoute ensuite un commentaire cryptique, mentionnant qu'il y a aussi un « endroit spécial » ici qu'il ne peut malheureusement pas voir pour le moment, laissant Chang Mo confus. Elle lui rafraîchit la mémoire, lui rappelant les gigantesques monstres émotionnels qu'il a vus précédemment. Elle révèle une vérité choquante, l'un de ces monstres garde cet hôpital. La scène change pour l'intérieur stérile de l'hôpital, où ils attendent à la réception. Chang Mo parle avec une infirmière au comptoir, qui se présente comme Zhu Yang. Elle lui dit d'attendre ses résultats, et il la remercie. Alors qu'il s'installe dans la zone d'attente,
Chang Mo observe son environnement et remarque quelque chose de particulier. L'hôpital semble professionnel. Pourtant elle trouve étrange qu'à la différence du monde extérieur, ni les infirmières ni la plupart des patients ici ne semblent avoir les sacs émotionnels sur la tête qui sont devenus une constante dans sa vision. Juste au moment où il pense cela, il repère une exception flagrante. Un patient, Wang Bin, rit hystériquement tout seul. Chang Mo se concentre sur lui et voit qu'il a bien un sac sur la tête, mais c'est différent de tout ce qu'il a rencontré auparavant. C'est une aura vibrante et multicolore, piquant sa curiosité sur la nouvelle émotion que cela pourrait représenter. Li explique à Chang Mo que sa perception change. Elle dit qu'il s'est véritablement transformé, et à mesure que sa compréhension de lui-même s'approfondit, ses capacités s'améliorent. Là où avant il ne pouvait voir que des sacs de colère, maintenant il peut voir d'autres types. Elle développe sur le patient qui rit, Wang Bin. L'aura colorée est un sac qui apparaît après infection par le virus émotionnel du bonheur, qui pousse le patient à être incontrôlablement heureux et à rire quoi qu'il arrive. Chang Mo traite cette nouvelle information, comprenant l'évolution de ses pouvoirs. Il tourne ensuite son attention vers quelqu'un de nouveau et la salue. Une jeune femme aux cheveux noirs ébouriffés, Zhang Jiaqi, s'approche de lui joyeusement, demandant s'il est aussi à l'hôpital pour voir un médecin. Elle s'assoit à côté de lui, et il confirme sa question. Elle commente que c'est étrange, car il lui semble tout à fait normal. Chang Mo lui retourne la question, soulignant qu'elle semble parfaitement normale elle aussi. Zhang Jiaqi devient défensive, insistant sur le fait qu'elle est normale et qu'elle a seulement été forcée de venir ici par ses parents, laissant Chang Mo sans voix. Elle explique qu'avec les maladies émotionnelles si répandues, ses parents se sont inquiétés et l'ont forcée à faire un bilan en menaçant de jeter sa précieuse collection. Se penchant vers lui, Zhang Jiaqi partage ce qu'elle a appris en ligne. Cet hôpital est spécialisé dans les patients sévères et divisé en sections A et B, les patients de la section A étant déjà très anormaux. Elle ajoute dramatiquement que la section B est encore plus effrayante, remplie de tueurs en série si dangereux qu'ils doivent être enchaînés. Chang Mo semble inquiet, mais Li intervient pour corriger la rumeur. Elle clarifie que la section A est pour les individus infectés mais non transformés, tandis que la section B est pour les corps émotions qui se sont déjà transformés. Entendant cela, Chang Mo demande à Zhang Jiaqi pourquoi elle est encore là si cet endroit est si spécialisé. Elle explique sa logique. Si elle est rejetée par un hôpital comme celui-ci, cela prouvera à sa famille qu'elle va parfaitement bien. Zhang Jiaqi sourit, confiante dans son plan. Elle croit que si un hôpital normal pourrait l'admettre, il n'y a aucune chance que cet endroit, qui gère soi-disant des tueurs en série, accepte quelqu'un d'aussi normal qu'elle. Juste à ce moment, l'infirmière Yang apparaît, appelant les résultats de 2 autres patients et leur recommandant d'être transférés au premier hôpital psychiatrique pour un contrôle. L'infirmière parle ensuite à Wang Bin qui rit perpétuellement, lui disant que son médicament est prêt. Il répond par plus de rire. Voyant que l'hôpital renvoie même ses patients psychiatriques apparemment ordinaires, Zhang Jiaqi devient encore plus certaine. Elle dit joyeusement à Chang Mo que puisqu'ils sont tous les deux si normaux, ils seront définitivement renvoyés chez eux. Mais sa confiance vole en éclats en un instant. L'infirmière appelle « Chang Mo, Zhang Jiaqi, suivez-moi ». On va gérer les procédures d'admission. L'expression joyeuse de Zhang Jiaqi se fige en un masque de pur choc et d'incrédulité. Son plan s'est complètement retourné contre elle. Son choc laisse place à un cri désespéré et silencieux qui résonne à travers l'enceinte de l'hôpital. Pourquoi? Alors qu'ils sont emmenés, l'infirmière Zhu Yang et un autre membre du personnel les félicitent avec une sincérité troublante, qualifiant leur choix de venir au 2e hôpital de « plus sage parmi les sages ». Le baratin effrayant de l'infirmière continue alors qu'elle se vante que l'environnement est meilleur qu'un hôtel 5 étoiles avec des repas préparés par des chefs étoilés, plaisantant qu'ils ne voudront peut-être jamais repartir. L'infirmière Zhu Yang, maintenant formellement identifiée par son badge, sourit et leur dit de se détendre et de récupérer. Derrière elle, Zhang Jiaqi suit dans un état de désespoir total. Zhang Jiaqi n'arrive pas à comprendre la situation, se demandant comment il est possible qu'elle soit admise. L'infirmière offre une platitude creuse sur l'importance d'une intervention rapide pour les problèmes de santé mentale. Alors qu'ils sont conduits plus profondément dans l'établissement, Chang Mo s'entretient calmement avec Li. Il est confus, car il ne pouvait pas voir de monstre émotionnel sur Jiaqi. Li explique que sa capacité n'est pas encore assez forte. Chang Mo pose alors une question critique. Comment l'hôpital a-t-il pu les détecter juste avec une prise de sang? Li explique que c'est probablement dû à l'inobservabilité instrumentale d'un corps émotion. Un trait dont elle a entendu parler, mais qu'elle ne comprend pas totalement sans voir la technologie spécifique elle-même. Leur conversation s'arrête alors que le chemin devant eux devient clair. Ils sont conduits vers un bâtiment imposant et dominant qui ressemble moins à un hôpital qu'à une prison de haute sécurité. Depuis une tour de guet loin au-dessus, un garde en tenue tactique observe chacun de leurs mouvements, soulignant la sécurité intense de l'établissement. En se rapprochant, Zhang Jiaqi se fige,
un regard d'horreur naissante se répandant sur son visage alors qu'elle réalise où ils vont. Elle reconnaît l'entrée lourdement fortifiée. Paniquée, elle s'écrie, réalisant que c'est la section B, l'endroit où la rumeur dit qu'ils gardent les tueurs en série pervers. Agrippant le bras de l'infirmière Zhu Yang, elle supplie désespérément, insistant sur le fait qu'elle n'a jamais eu une seule pensée de tuer qui que ce soit et ne peut pas appartenir à la section B. L'infirmière maintient cependant son attitude douce et rassurante. Elle rejette les rumeurs comme des absurdités venant de courtes vidéos sensationnalistes et dit à Jiaqi que si elle coopère avec le traitement, tout ira bien. Légèrement rassurée, Zhang Jiaqi demande avec hésitation si elle dit la vérité. L'infirmière sourit et confirme, bien sûr. Mais son bref moment de soulagement vole en éclats alors que ses yeux scrutent les alentours, remarquant un nouveau détail terrifiant. Elle demande avec une peur grandissante pourquoi l'infirmière et tout le personnel environnant portent des armes. La menace n'est pas seulement dans sa tête. Depuis une tour au-dessus, un tireur d'élite vise directement le groupe. Le sniper se cale, son doigt près sur la gâchette, confirmant le niveau de sécurité létale. Chang Mo, observant la scène se dérouler, comprend l'immense danger. Il se demande si les gardes ont tout vu. Et en effet, ils l'ont vu. Déclenché par sa peur extrême, le monstre émotionnel de Zhang Jiaqi s'est manifesté. Une masse horrifiante et grouillante de globes oculaires. Avec une expression sombre, Chang Mo demande calmement à Y. Li ce qui arrive aux patients qui ne sont pas sélectionnés par les autorités. Y. Li donne une réponse glaçante. Ils sont enfermés, et s'ils montrent des tendances dangereuses, ils peuvent être exécutés sur le champ. Elle le prévient de ne pas agir imprudemment. Le sniper reste en position, sa visée stable, attendant l'ordre de tirer. L'infirmière Wu Yang bouge subtilement sa main, prête à dégainer l'arme de poing caché par son porte-bloc. La tension est à couper au couteau alors que le sniper continue de suivre sa cible. Chang Mo observe l'impasse, son expression calme et analytique alors qu'il pèse ses options. Alors que Zhang Jiaqi tremble, son monstre émotionnel totalement visible pour Chang Mo, il tend la main et la pose sur son épaule. Il lui dit calmement de se détendre, la prévenant que si elle reste aussi nerveuse, elle sera prise pour une personne dangereuse et pourrait être battue à mort. Il canalise ensuite son propre pouvoir rationnel, sa main brillant d'une énergie bleue sereine alors qu'il entre en contact avec ses émotions manifestées. Instantanément, son pouvoir dissipe le monstre chaotique. La masse Dieu se dissout, laissant le visage de Zhang Jiaqi clair, bien qu'encore stupéfait. Elle ne peut que bégayer de confusion, encore sous le choc de la terreur et du calme soudain qui l'a envahi. L'infirmière Wu Yang regarde, cachant son choc. Elle pense que le monstre émotionnel de Zhang Jiaqi était sur le point de devenir incontrôlable, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle s'est stabilisée. L'intervention de Chang Mo n'est pas passée inaperçue. Après l'impasse tendue, l'infirmière Wu Yang expire doucement, un bref moment de soulagement après la désescalade de la situation. Y. Li gronde intérieurement Chang Mo, choqué qu'il se risque par compassion. Chang Mo justifie ses actions, affirmant qu'il ne pouvait pas juste la regarder mourir et que les autorités préféreraient quelqu'un de compatissant. Y. Li se moque de l'idée qu'il était sincèrement inquiet pour sa sécurité. Mais le danger était loin d'être écarté. Avec une expression froide et impitoyable, l'infirmière Wu Yang parle dans un communicateur caché et donne un ordre unique et glaçant, « Tirez ». Une fléchette tranquillisante frappe Zhang Jiaqi, et elle commence immédiatement à s'effondrer. Chang Mo se retourne, choqué, alors que Zhang Jiaqi tombe mollement derrière lui. Elle heurte le sol avec un bruit sourd. Chang Mo et l'infirmière sont les seuls encore debout. S'agenouillant à côté d'elle, une sensation familière et glaçante envahit Chang Mo. Il a l'impression de perdre la tête, ayant été témoin de la mort tant de fois que c'est maintenant devenu normal. Cependant, en l'examinant, il remarque qu'il n'y a pas de sang. Elle n'a pas été touchée par une vraie balle. Il réalise que ce doit être un tranquillisant. Chang Mo laisse échapper un soupir de soulagement. Y. Li commente qu'il a bien géré la situation, bien qu'il ait été lent à réagir. Il s'excuse, traitant encore la tournure rapide des événements. Une équipe médicale arrive rapidement avec une civière. L'infirmière Wu Yang rapporte froidement son évaluation. Entité émotionnelle inconnue, émotionnellement instable, contenue comme au risque. L'équipe reçoit la patiente et l'emmène. Chang Mo les regarde partir, une expression inquiète sur le visage. Il demande à voix haute, au risque. Qu'est-ce qui va lui arriver? Remettant son masque amical, l'infirmière Wu Yang demande avec espièglerie s'il n'a pas eu peur à l'instant, commentant à quel point il a l'air calme. Elle propose ensuite de lui faire une évaluation personnelle sur le champ. Chang Mo, voyant une opportunité potentielle de rejoindre les autorités et d'obtenir une protection, accepte immédiatement l'évaluation. L'infirmière commence ses questions, notant à quel point il est rare que quelqu'un vienne à l'hôpital psychiatrique de sa propre initiative et demandant ses raisons. C'est le moment où Chang Mo décide de parier.
Il raisonne que s'il veut rejoindre l'organisation officielle, cacher son pouvoir est inutile. Au contraire, il doit montrer sa valeur autant que possible et supporter les risques qui vont avec. Il commence par expliquer qu'il voit des choses que les autres ne voient pas, des kystes sur la tête des gens et des monstres, présentant cela comme une hallucination. Ensuite, il fait son coup. Manifestant son pouvoir cristallin autour de sa main, il lui demande directement « Pouvez-vous voir ce qu'il y a dans ma main ?» L'infirmière Wu Yang fixe, les yeux écarquillés par un choc sincère devant cet étalage flagrant et puissant d'une entité émotionnelle. Elle se reprend rapidement, son attitude professionnelle revenant. « C'est vraiment inattendu, » dit-elle calmement, « je dois signaler cela à mes supérieurs. » Mais ces mots sont un mensonge. Son visage se durcit à nouveau alors qu'elle donne le même ordre froid dans son communicateur. « Tirez !» Les yeux de Chang Mo s'écarquillent alors qu'il réalise qu'il s'est fait complètement avoir. Son pari a échoué. Il est touché par une autre fléchette tranquillisante, son corps sursautant sous l'impact. Il s'effondre au sol, le piège s'étant maintenant totalement refermé. Parlant dans son micro, l'infirmière Wu Yang joue la panique pour quiconque écoute. Qu'est-ce qui se passe? Deux types de corps émotionnels que je n'ai jamais vus auparavant en un jour. J'ai si peur. Elle félicite ensuite le sniper. Vieux-lit, bien joué. Chaque tir fait mouche. Le sniper, Vieux-lit, rit de bon cœur. Tout le monde a bien travaillé, répond-il. Il demande ensuite nonchalamment pourquoi elle lui a fait tirer sur Chang Mo à la fin, puisqu'il avait l'air plutôt normal. L'infirmière explique que ceux qui ont l'air normal sont souvent les plus terrifiants. Elle révèle qu'elle était méfiante dès le moment où il est entré, ayant remarqué quelque chose qui clochait dans son langage corporel sur les images de surveillance, même s'il le cachait bien. Continuant son évaluation interne, l'infirmière Wu Yang note un détail critique. Chang Mo parlait à une personne invisible. Elle interprète mal cela comme une schizophrénie typique, concluant que sa personnalité douce actuelle n'est qu'une couverture pour un alter ego très dangereux. Ce qui le rend vraiment terrifiant pour elle, c'est que son pouvoir émotionnel est d'un type qu'elle n'a jamais vu, et quand il a utilisé, aucun monstre n'est apparu. Cela signifie qu'il a maîtrisé son pouvoir, faisant de lui une menace bien plus grande que la fille hystérique. Il doit être maîtrisé immédiatement. Sa décision prise, elle se détourne de Chang Mo tranquillisé et donne l'ordre de le déplacer. Mais juste au moment où elle donne l'ordre, l'impossible se produit. Derrière elle, Chang Mo commence à se repousser du sol, résistant aux puissants sédatifs. Elle fixe avec une incrédulité absolue alors qu'il se met à quatre pattes, le tranquillisant ne fonctionnant clairement pas comme prévu. Son calme se brise enfin. Elle hurle de choc, laissant tomber son porte-bloc, incapable de comprendre comment il est encore conscient. Là-haut, le sniper, Vieux-lit, partage sa panique. Il hurle dans son micro que la cible est debout. Une alarme résonne immédiatement à travers toute l'installation, faisant escalader la situation à une alerte de niveau 1. En réponse au niveau d'alerte le plus élevé, des forces de sécurité lourdement armées commencent à se mobiliser, se précipitant vers la cour. En quelques secondes, des gardes bordent les murs de l'enceinte, tous avec leurs fusils braqués sur la silhouette solitaire en bas. Lee apparaît à côté de Chang Mo groggy. Elle lui dit qu'elle voulait juste qu'il reste éveillé pour ce qui allait arriver. Ses yeux s'aiguisent alors qu'il prend la mesure de la démonstration de force écrasante qui l'entoure. Il comprend qu'il n'a aucune chance dans un combat direct. Prenant une décision tactique rapide, Chang Mo se met à genoux, lève les mains et crie « Ne tirez pas !» Yemerens. Yemerens. L'infirmière Wu Yang reste complètement abasourdie par sa reddition soudaine et inconditionnelle. L'équipe de snipers est également réduite au silence par la stupeur, ne s'attendant pas à une issue aussi bizarre après une alerte de niveau 1. Un moment de calme s'installe sur la scène, le ciel bleu contrastant fortement avec le drame tendu qui vient de se dérouler. Quelque temps plus tard, Chang Mo se tient calmement, les mains liées par des chaînes spéciales. L'infirmière Wu Yang pense que la situation est enfin sous contrôle. Elle jubile, lui disant que bien qu'il ait des pouvoirs spéciaux, la chaîne qu'elle lui a mise supprime toutes ses capacités, le rendant semblable à une personne ordinaire. Chang Mo examine ses liens, se demandant si cette chaîne peut vraiment supprimer tout pouvoir émotionnel. Mais ce faisant, il ressent quelque chose d'étrange. Au lieu de se sentir plus faible, il sent une quantité infinie de pouvoir couler en lui directement depuis les chaînes. Elle ne le supprime pas du tout. Lee réapparaît, demandant rhétoriquement s'il trouve étrange qu'il absorbe le pouvoir des chaînes même censé le restreindre. Elle explique le secret. Le métal utilisé pour fabriquer la chaîne a depuis longtemps été infecté par des émotions rationnelles. À cause de cela, il a pour effet de supprimer les autres forces émotionnelles. Elle conclut avec un sourire, c'est peut-être une prison pour les autres, mais c'est un excellent tonifiant pour toi. La scène change ensuite pour le gratte-ciel moderne du bureau de gestion émotionnelle de la ville de Donghae. À l'intérieur, un homme identifié comme le directeur Ke Wei-ming est au téléphone, faisant rapport à sa supérieure.
Il informe Mademoiselle Song qu'il a trouvé Chang Mo, qui a été admis à la section B du deuxième hôpital. À l'autre bout du fil, la mystérieuse Mademoiselle Song confirme que le deuxième hôpital est sous la juridiction du directeur. Il lui assure avec empressement qu'il ira récupérer Chang Mo tout de suite. À l'autre bout du fil, Mademoiselle Song écoute le rapport du directeur Ke Wei-ming, sa main tenant le téléphone alors que la conspiration se déroule. Elle sourit, satisfaite de la nouvelle. Ça s'est passé plutôt en douceur, se dit-elle. Avec un regard prédateur, elle ajoute « Chang Mo. Il a l'air plutôt pas mal. » La scène recule pour révéler l'horrible vérité. Mademoiselle Song se tient dans une pièce rose bizarre remplie de lapins en peluche et d'un homme torturé attaché à une chaise. Regardant ses outils ensanglantés, elle parle à sa victime, mais ses pensées sont sur sa nouvelle prise. On peut encore s'amuser un peu avant de te retirer ton pouvoir. Je veux vraiment voir ton joli petit visage, Chang Mo, rempli de douleur et de désespoir. Le piège est étendu, et la chasseresse est prête à jouer. La scène s'ouvre au deuxième hôpital psychiatrique, où un extérieur calme cache le tumulte intérieur. Deux voix conflictuelles crient, l'une suppliant désespérément de tenir bon, l'autre consumée par une curiosité irrésistible et obsessionnelle. La source de l'agitation est révélée. Une patiente, Xiao Jiaqi, a perdu le contrôle. Sa tête a grotesquement éclaté en une masse de globes oculaires alors que son obsession s'emballe. Une infirmière horrifiée, Kobayashi, la supplie de contrôler ses émotions, mais le désir de Jiaqi est dévorant. Elle veut savoir comment un beau gosse avec des tablettes de chocolat prend sa douche. Identifiée comme l'infirmière Kobayashi, elle tient urgemment une seringue, criant que la patiente, appelée Sœur Wu, est en train de mourir et a besoin de son médicament immédiatement. La situation est critique. Cependant, une voix d'autorité intervient, disant à Kobayashi d'attendre et de laisser la patiente essayer de reprendre le contrôle par sa propre volonté. Cet ordre inattendu l'arrête net. Mais l'explosion de Xiao Jiaqi ne fait que s'intensifier. Elle hurle d'angoisse, demandant si c'est vraiment mal d'avoir un désir aussi simple et brûlant de voir des beaux hommes. Ignorant l'ordre précédent d'attendre, une infirmière Kobayashi déterminée décide qu'elle ne peut plus rester sans rien faire. Elle crie d'appliquer le médicament rapidement, se précipitant pour intervenir. Juste au moment où elle s'apprête à agir, quelque chose la surprend. Avec une expression choquée, elle tâtonne, et la seringue cruciale glisse de sa prise, tombant dans les airs. La panique éclate. Alors que la seringue tombe, un flot de voix remplit l'air d'accusations et d'excuses, soulignant le chaos et la gravité de l'erreur commise à un moment critique. Soudain, une main se tend, arrêtant la forme monstrueuse d'yeux de Xiao Jiaqi à quelques centimètres seulement de l'infirmière Kobayashi terrifiée, qui ne peut que fixer avec incrédulité l'intervention inattendue. La sauveuse se révèle être le docteur Lu Kang, une doctoresse blonde à lunettes. Elle s'adresse calmement à la patiente, utilisant intelligemment son obsession comme levier. « Calme-toi. Si tu perds le contrôle et te transformes en monstre, tu ne me verras plus jamais. » L'infirmière en chef de la zone B, Yan Bei, réprimande le docteur Lu pour ses méthodes non conventionnelles. Mais le docteur Lu énonce simplement sa foi en la patiente, dont le nom est finalement confirmé être Xiao Jiaqi. Les mots du docteur Lu ont un effet immédiat et puissant. La forme émotionnelle de Xiao Jiaqi pousse un cri de douleur alors que la suggestion psychologique commence à agir contre la manifestation monstrueuse. La masse de globes oculaires commence à se briser et à se dissoudre, révélant la forme humaine de Xiao Jiaqi en dessous. La transformation s'inverse, et le danger immédiat s'apaise. La situation est maintenant sous contrôle. Xiao Jiaqi est assise sur son lit, épuisée mais stable. Alors que le personnel médical pousse un soupir de soulagement, le docteur Lu note que l'état de la patiente est maintenant essentiellement clair. Plus tard, le docteur Lu explique le cas. L'obsession de Xiao Jiaqi pour les beaux hommes a déclenché son pouvoir latent, une forme de clairvoyance, lui permettant de voir un homme se doucher chez lui. Son état est classé comme la 7e entité émotionnelle inconnue, avec un faible niveau de risque. Dans un moment d'humour noir, un jeune homme silencieux à lunettes demande à Xiao Jiaqi si ses parents l'ont aussi envoyé ici pour le crime d'avoir maté des beaux gosses sous la douche. Elle n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un petit rire amusé. Le docteur Lu tourne ensuite son attention vers ce patient silencieux. Son dossier note que bien que ses émotions soient stables, il a cherché un traitement pour voir et posséder des pouvoirs au-delà de la perception humaine normale. Il nie être schizophrène, affirmant qu'il aime simplement se parler à lui-même. Un coup d'œil à son dossier révèle la nature de son pouvoir, la capacité de condenser des cristaux et de libérer des flammes bleues de ses mains. Il est provisoirement identifié comme un autre 7e type inconnu de corps émotionnels, mais avec un niveau de danger moyen plus sérieux. Le docteur Lu rassure le patient en lui disant qu'il est très stable et qu'il sortira bientôt. Cependant, elle explique que tant qu'ils ne comprendront pas pleinement ses capacités, les chaînes à ses poignets doivent rester par précaution. Il accepte cela tranquillement. S'éloignant,
le docteur Lou revoit ses notes et passe à son cas suivant. En regardant vers un patient aux cheveux roses, elle marmonne pour elle-même que celui-ci est encore le plus problématique de tous. Le nom de ce patient est Shen Ju. Selon son dossier, il ne montre aucun mauvais comportement ni réaction indésirable. Mis à part un test sanguin anormal, il ne semble pas différent d'une personne ordinaire. Cependant, les pensées internes du docteur Lou révèlent sa véritable inquiétude. Elle note qu'il y a une différence certaine. Les gens normaux ne sont pas comme ça. L'expression vacante, presque simpliste de Shen Ju est ce qui le distingue. Elle le désigne provisoirement comme le 6e corps émotionnel inconnu. Bien que son niveau de risque actuel soit faible, elle n'arrive pas à se défaire du sentiment qu'il est un gros mal de crâne en devenir. Pendant que la doctoresse contemple son patient problématique, le patient silencieux observe Shen Ju de loin, se demandant philosophiquement si Shen Ju est un être émotionnel avec une intelligence altérée, ou si l'idiotie elle-même peut être classée comme une émotion. Mais alors que certains patients méditent sur la nature de leur existence, Xiao Jiaqi a une vision beaucoup plus simple. Elle célèbre avec extase, ravie de ne pas être une psychopathe mais une surhumaine. Pour elle, le pouvoir de regarder des beaux hommes se doucher n'est pas une malédiction, c'est un don du ciel. Le docteur Lou coupe court à la célébration de Xiao Jiaqi avec un avertissement sévère. Elle lui dit de ne pas prendre ses pouvoirs à la légère, expliquant que strictement parlant, tous les corps émotionnels sont une forme de psychose. La seule différence est de savoir si l'on peut ou non la contrôler. Elle continue sa leçon, révélant le véritable but de l'hôpital. C'est une filiale du Bureau de gestion des corps émotionnels du Royaume du Grand Xia, une organisation secrète chargée de gérer tous les corps émotionnels pour s'assurer qu'ils ne nuisent pas à la société. Le patient silencieux, Chang Mo, prend la parole, demandant s'ils sont tenus d'obéir à cette gestion d'État. Le docteur Lou le confirme, déclarant qu'un traitement approprié est obligatoire et que commettre tout crime en dehors de l'hôpital sera une violation de la loi. Son ton devient menaçant alors qu'elle se penche, les prévenant que si la branche de Donghae du bureau vient les arrêter, ils ne seront pas aussi doux qu'elle. Elle leur dit qu'ils ont de la chance d'être en vie et qu'elle ne pourra pas les protéger s'ils sortent du rang. Alors qu'elle termine sa leçon, une infirmière l'appelle d'urgence. Imperturbable, le docteur Lou dit aux patients de demander à l'infirmière s'ils sont intéressés par la méthode de gestion, avant d'accepter calmement de s'occuper de la nouvelle situation. La scène se pose sur la salle d'hôpital calme. Alors que Xiao Jiaqi rit et qu'un autre patient se repose, Chang Mo est assis sur son lit, lisant silencieusement un livre, l'esprit à des lieux du présent. Ses pensées dérivent vers une conversation avec sa mystérieuse partenaire, une femme aux longs cheveux noirs et aux yeux bleus perçants. Il se souvient de sa proposition de rejoindre l'organisation officielle de Donghae, qu'il réalise maintenant être le bureau même que le docteur Lou vient de décrire. Il feuillette le livre, ses yeux se posant sur l'article 7 de la loi sur la gestion secrète des corps émotionnels. Il décrit le droit absolu du bureau de gérer, traiter et même juger les corps émotionnels, assurant qu'il respecte les lois nationales. Une pensée sombre traverse son esprit, une contradiction qu'il ne peut ignorer. Si la loi est si absolue, pourquoi Liuza, l'homme qui a assassiné sa mère, est-il resté en liberté si longtemps? La voix de sa partenaire résonne dans sa mémoire, fournissant une réponse cynique. Bien que l'équité et la justice soient des idéaux nécessaires, la réalité est que la liberté de Liu a été due à des accords secrets et à l'implication de hauts fonctionnaires corrompus au sein du bureau de gestion émotionnelle. Le souvenir devient plus net, plus douloureux. Il se souvient lui avoir posé la question cruciale. Comment savait-elle avec certitude que c'était Liu A qui avait tué sa mère? Elle avait expliqué que bien que la police ait initialement soupçonné Liu A, l'affaire a été brusquement transférée à un département secret et l'enquête a été close. Ce département secret était, bien sûr, le bureau de gestion des corps émotionnels de Donghae. Les pièces s'assemblent avec une clarté horrifiante. Le protecteur de Liu A est un cadre supérieur au sein du bureau. Et cet hôpital est une filiale de ce même bureau. Tout le poids de leur situation s'abat sur lui. Allongé dans son lit d'hôpital, Chang Mo arrive à une réalisation terrifiante. En cherchant refuge ici, ils sont peut-être tombés directement dans un piège. Sont-ils condamnés? Il repousse mentalement le souvenir de sa partenaire, lui rappelant que venir ici était son idée à elle. Il remet en question son jugement, sentant les murs se refermer. Elle en rit, admettant que sa mémoire d'avant leur rencontre est devenue floue. Elle ne se souvient pas de la raison précise, seulement qu'elle savait que c'était un pari qui en valait la peine, c'est pourquoi elle l'a laissé venir. Elle lui dit d'arrêter de s'inquiéter. Maintenant qu'ils sont là, leur seule ligne de conduite est d'absorber le pouvoir des chaînes qui le lient. Pour tout le reste, il doit faire confiance au plan qu'elle a élaboré avant que sa mémoire ne commence à s'effacer. La scène change. Un soupir silencieux s'échappe dans le ciel ouvert, signalant un changement de focus et un bref moment de paix avant la prochaine tempête. À l'intérieur d'un bureau, une main pose soigneusement une tasse de café fumante sur un bureau poli, une offrande d'hospitalité calme. Le docteur Lou se tient respectueusement alors qu'elle sert le café à son visiteur, un homme en costume qu'elle appelle directeur.
C'est le directeur Zhao, un cadre du bureau de gestion des corps émotionnels. Le directeur Zhao se penche en arrière dans sa chaise, prenant une gorgée lente et délibérée de la tasse, son expression illisible alors qu'il savoure le moment. Mais le calme vole en éclats en un instant. Avec un soudain accès de rage, il claque la tasse, la brisant et renversant du café brûlant partout dans une démonstration violente de fureur. Le docteur Lou est complètement prise au dépourvu par les actions du directeur. Elle regarde le directeur bouillonnant et bégaie, qu'est-ce qui ne va pas? Il grogne, qu'est-ce qui ne va pas? Sa fureur débordant, le directeur Zhao jette une pile de papier en l'air, hurlant au docteur Lou d'arrêter de feindre l'ignorance et de voir par elle-même ce qu'elle a fait. Devant la porte, l'infirmière Yan Bei et l'infirmière Kobayashi écoutent le vacarme. Alors qu'elles observent la scène se dérouler, l'une se demande pourquoi le directeur est si agressif, mais l'autre fait allusion à une politique hospitalière plus profonde en jeu. L'infirmière Yan Bei explique la politique de l'hôpital à sa collègue. Le directeur Zhao est techniquement le patron de la doyenne et contrôle leur financement. C'est pourquoi la doyenne a cessé de le rencontrer personnellement, forçant le docteur Lou à gérer ses visites à la place. Du point de vue des infirmières, le directeur Zhao est irrespectueux et cruel envers le docteur Lou, dont elle croit qu'elle tremble de peur chaque fois qu'elle doit lui faire face, un contraste frappant avec le respect qu'il montre à la doyenne. De retour dans le bureau, le directeur Zhao révèle la source de sa fureur. Il pointe un dossier contenant une photo de Chang Mo, révélant que cet homme a commis un meurtre sur le navire de croisière Empereur des mers la nuit dernière et a ensuite été admis dans leur hôpital. Il réprimande le docteur Lou apparemment terrifié, lui demandant si elle est au courant des gens puissants derrière l'Empereur des mers, ou du fait qu'elle a sciemment traité l'admission d'un meurtrier. Sa voix monte alors qu'il s'exclame que ce n'est plus juste un simple crime. Cela a escaladé en un véritable incident diplomatique, avant de laisser échapper un souffle vif et colère. Avec un regard menaçant, le directeur Zhao lance son ultimatum. Remettez-lui le patient immédiatement, ou ne le blâmez pas de devenir grossier. La menace pèse lourdement dans l'air. D'une vue en plongée, la scène semble sombre. Le directeur Zhao se tient triomphalement au-dessus du docteur Lou, qui est accroupi au sol, semblant ramasser les dossiers qu'il a jetés, l'image de la défaite. Le directeur Zhao ricane intérieurement, pensant à quel point le docteur Lou est facile à gérer. Il suppose avec suffisance qu'il a finalement tellement effrayé qu'elle ne peut même plus trembler. Mais alors, quelque chose d'impossible se produit. Une seule goutte de liquide rouge vif éclabousse l'épaule de sa veste de costume. Confus, il touche l'attaque. Quoi? Pense-t-il, essayant de rejeter l'étrange occurrence comme rien de plus qu'une illusion, un jeu de lumière. Son déni est de courte durée. Des flots épais et visqueux de sang commencent soudainement à couler du plafond, dégoulinant partout sur lui. Il regarde autour de lui d'un air hagard, mais tout aussi rapidement qu'il est apparu, le sang a disparu. Il reste debout dans le bureau immaculé, remettant en question ses propres sens. Despero. Est-ce une illusion? Un profond sentiment de malaise l'envahit alors qu'il essaie de traiter ce qu'il vient de voir. Il n'arrive pas à se défaire du sentiment que quelque chose cloche terriblement. L'illusion revient avec une vengeance. Sa vision est consumée par des traînées de sang, et ses yeux s'écarquillent de terreur pure et absolue. Le bureau fond, remplacé par un paysage infernal terrifiant et rouge sang. Le directeur Zhao se retrouve totalement seul dans cette nouvelle réalité cauchemardesque. Il est piégé dans un monde fait de cauchemars, debout jusqu'aux chevilles dans une mare de sang, entouré de formations imposantes ressemblant à des piliers de gore. Submergé par la scène horrifique, il fait un pas paniqué en arrière, trébuchant à travers le paysage macabre créé par la puissante illusion. Son esprit rattrape enfin l'horreur. Il réalise que c'est un pouvoir émotionnel. Il était juste dans son bureau, mais maintenant il est entouré par une mer de sang et de cadavres. Il ne peut pas comprendre quel genre de pouvoir pourrait créer une réalité aussi terrifiante. Il se rappelle son évaluation précédente du docteur Lu Kang, une femme calme, douce et bien éduquée qu'il pensait facile à manipuler. C'était précisément pour cela qu'il était venu la voir directement. Maintenant, face à sa vraie forme, il est consumé par la terreur. Ses cheveux flottent de manière inquiétante, et son œil brille d'une lumière rouge menaçante. La douce doctoresse a disparu, remplacée par un être d'une immense puissance. Il se demande si c'est même la même personne. Son arrogance brisée, remplacée par une peur primale, le seul instinct du directeur Zhao est de fuir. Il se tourne pour courir pour sa vie. Sa fuite est coupée court par un solide dong. Il est bloqué par une barrière ou une présence invisible, l'arrêtant net dans son élan. Une nouvelle figure rentre dans la pièce. Une femme âgée avec un sourire doux, identifiée comme la doyenne du 2e hôpital psychiatrique, Y. Elle réprimande calmement le directeur Zhao, demandant pourquoi il ne l'a pas informé de sa visite. Le tableau de terreur est figé. Un directeur Zhao terrifié est piégé entre le pouvoir imposant du docteur Lou et la présence soudaine et autoritaire de la doyenne Y. qui est apparue dans l'encadrement de la porte,
prenant instantanément le contrôle de l'atmosphère. Avec l'arrivée de la doyenne, l'illusion horrifiante vole en éclats. La mer de sang disparaît, laissant un directeur Zhao hébété et trempé de sueur fixer le sol, sauvé d'un cauchemar seulement pour faire face à l'autorité froide et calculatrice de la doyenne. La doyenne Y Mincu ne perd pas de temps, sa voix calme tranchant à travers la tension. Elle s'adresse directement au directeur Zhao secoué, confirmant que toute sa visite concerne le patient, Chang Mo. Avec une précision chirurgicale, la doyenne démonte tout son argumentaire. Elle révèle qu'une vérification des antécédents a montré que l'homme que Chang Mo a tué, Liu Za, était un être émotionnel qui avait renoncé à sa citoyenneté il y a des années. Puisque l'incident s'est produit en haute mer et qu'aucun citoyen n'a été blessé, Chang Mo n'a pas violé la loi sur la gestion des corps émotionnels. Le directeur Zhao bégaye, essayant de reprendre pied. Il évoque l'immense pression des puissants soutiens de l'empereur des mers, insistant sur le fait qu'il doit fournir une explication à ses supérieurs aujourd'hui. L'expression de la doyenne se durcit. Avec un regard glacial, elle demande s'il fait référence à la puissante famille Song, déjouant son bluff. Elle pousse son avantage, sa voix dégoulinant de mépris. Elle demande si les affaires internes de leur nation doivent maintenant être dictées par les caprices du conglomérat de l'empereur des mers, lui faisant honte pour sa déférence envers des puissances extérieures. Désespéré, Zhao évoque le fait que Liu Za était un suspect connu, demandant pourquoi le bureau était aveugle au fait qu'il se pavanait dans la ville. La doyenne le rembarre instantanément, menaçant de signaler son incompétence et ses arguments absurdes aux supérieurs. Complètement et totalement vaincu, le directeur Zhao se tourne et quitte l'hôpital, son autorité brisée. La doyenne Y Mincu regarde depuis la fenêtre alors que sa voiture s'éloigne, offrant un adieu moqueurement poli. « Directeur, prenez soin de vous. » Au moment où il est parti, l'attitude formelle de la doyenne disparaît. Elle se tourne vers le docteur Lu et la gronde, demandant pourquoi elle perdrait du temps à raconter des absurdités avec un bâtard comme lui. La personnalité du docteur Lu bascule entièrement. L'acte terrifié fond, et elle s'accroche joyeusement à la doyenne, s'extasiant sur à quel point son mentor est génial. La peur n'était qu'une performance. La doyenne tape doucement le docteur Lu sur la tête avec sa canne, lui disant de contrôler ses émotions. Le docteur Lu admet qu'après tant d'années de pression, elle commence enfin à sentir son propre état se stabiliser, faisant allusion à sa propre nature de corps émotionnel. Le ton de la doyenne redevient sérieux, rappelant au docteur Lu que c'est un moment critique pour elle, et qu'elle ne peut pas se permettre d'être imprudente. Le docteur Lu dégrise, comprenant la gravité de l'avertissement. Le docteur Lu spécule sur les événements. Elle se demande si une bataille de classe mondiale a vraiment éclaté sur l'empereur des mers, et si le puissant individu impliqué aurait pu être Chang Mo lui-même, avec le navire comme véritable cible depuis le début. La doyenne rejette l'idée. Montrant les dossiers au docteur Lu, elle souligne que Chang Mo a vécu dans la ville de Donghae toute sa vie et a passé tous les examens physiques avec des résultats normaux. Ça ne peut pas être lui. Cela les mène à une conclusion glaçante. Si le pouvoir n'était pas celui de Chang Mo, alors il doit y avoir un autre corps émotionnel inconnu de classe mondiale qui le soutient secrètement. Le docteur Lu est déconcerté. Pourquoi une entité de classe mondiale combattrait-elle l'empereur des mers juste pour sauver Chang Mo? Et plus important encore, s'il a un soutien aussi puissant, pourquoi viendrait-il chercher refuge dans leur hôpital? Une horrible possibilité se fait jour pour le docteur Lu, et ses yeux brillent rouges d'intensité. Se pourrait-il que leur hôpital soit la prochaine cible de cette mystérieuse puissance de classe mondiale? Voyant sa subordonnée s'emballer, la doyenne lui donne un autre coup sec sur la tête avec sa canne, la sortant de ses pensées paranoïaques. La doyenne réprimande le docteur Lu pour avoir laissé les fleurs dont elle devait s'occuper se faner dans un coin. Elle lui dit d'arrêter de se laisser distraire et de se concentrer sur les affaires en cours. Elle rassure le docteur Lu que l'entité puissante n'est pas dans leur hôpital. Cependant, elle admet ses propres doutes sur Chang Mo, confessant qu'elle avait été tentée de simplement le livrer au directeur Zhao. La doyenne utilise ces plantes comme métaphore pour expliquer son raisonnement. Un corps émotionnel, dit-elle, est comme une plante. Certains peuvent prospérer seuls, mais d'autres ont besoin de soutien et de conseils pour s'enraciner correctement. Elle révèle la vérité tragique sur Chang Mo. C'est un pauvre enfant dont les parents sont mortaux. Juste au moment où sa vie s'améliorait, il a été chassé par un corps émotionnel. Et ce corps émotionnel n'était autre que Liu Za, le suspect même qui a tué sa mère. Ceci, explique la doyenne, n'est pas une coïncidence. C'était un coup monté clair. Elle sait que de nombreuses organisations secrètes et sectes ciblent spécifiquement les gens avec de puissantes rancunes, comme Chang Mo, leur offrant la vengeance en échange de leur loyauté inébranlable. Elle conclut que Chang Mo est probablement venu à l'hôpital avec une mission cachée. Cependant, puisqu'il est citoyen de leur pays, ils ont le devoir de l'aider et de l'empêcher de s'égarer. La scène change pour un plan extérieur du quartier général moderne et imposant du bureau de gestion émotionnelle de la ville de Donghae, le centre de la conspiration dont elle venait de discuter. De retour au quartier général du bureau,
le directeur Zhao humilié fume de rage. Encore sous le choc de l'illusion, il jure, exigeant de savoir qui est vraiment cette femme, le docteur Lou. Il décide d'abuser de son autorité pour obtenir des réponses, résolu à la chercher sur le réseau interne du bureau de gestion émotionnelle pour découvrir son dossier. Mais sa tentative est bloquée. Un message d'erreur clignote à l'écran, permission insuffisante, impossible d'accéder. Il fixe avec incrédulité, choqué que lui, un directeur, n'ait pas l'accréditation pour voir son dossier. Juste à ce moment, son téléphone sonne, ajoutant à sa frustration. L'identifiant de l'appelant affiche un nom qui lui glace le sang, Mademoiselle Song. Il répond à l'appel, et son attitude précédemment arrogante s'évapore. Il bégaye à Mademoiselle Song que l'affaire prendra du temps, mais elle le coupe, et il devient immédiatement servile, promettant sa pleine coopération. Après une conversation brève et tendue, il raccroche rapidement le téléphone. Au moment où l'appel se termine, il abat sa main sur son bureau, jurant de frustration totale. Il est piégé et impuissant, un pion dans un jeu bien plus grand. La scène change, un ciel calme suspendu au-dessus du drame qui se déroule. Ailleurs, la puissante et élégante Mademoiselle Song est assise à une table d'extérieur, dégustant calmement du thé avec son sévère subordonné, Monsieur Chao. Sa voix est froide et méprisante. Elle dit à Monsieur Chao que puisque la vieille chouette, la doyenne Y Main-Q, s'avère être une nuisance, ils vont simplement avancer leur plan et raser la zone B de l'hôpital. Comme une pensée après coup, elle ajoute qu'il devrait ramener Chang Mo aussi. Avec une indifférence glaçante, il éteint la cigarette, scellant le sort de l'hôpital. Monsieur Chao, son exécutant loyal et impitoyable, regarde avec un regard d'acier et répond par deux mots simples, « Aucun problème ». L'histoire fait un bond en avant jusqu'à la nuit suivante. Un plan extérieur de la zone B du deuxième hôpital psychiatrique se profile contre le ciel sombre, une cible silencieuse attendant l'assaut imminent. À l'intérieur, Chang Mo est assis sur son lit, les chaînes à ses poignets brillant alors qu'une puissante aura bleue jaillit de son corps. Il absorbe l'énergie, devenant plus fort. Sa mystérieuse partenaire se matérialise devant lui, l'air satisfaite. Elle note que sa force rationnelle et émotionnelle a augmenté de manière significative, mais le prévient que s'il continue comme ça, il aura bientôt besoin d'une loi. Chang Mo est confus par ce nouveau terme, demandant ce qu'est exactement une loi. Elle explique qu'une loi est un plan spécifique et sur mesure pour qu'un corps émotionnel grandisse. C'est une série de méthodes sur comment absorber, et plus important encore, comment contrôler son pouvoir pour l'empêcher de sombrer dans le chaos. Elle clarifie que bien qu'il ait emprunté son pouvoir pour devenir de classe mondiale, ce n'est pas un pouvoir qu'il peut vraiment contrôler. Pour maîtriser vraiment une force puissante, il doit suivre le chemin structuré d'une loi, la digérant étape par étape. Le chapitre se termine alors que la réalité de sa situation s'imprègne pour Chang Mo. Son pouvoir s'accumule bien trop vite. Il réalise que sans une loi rationnelle pour guider et contrôler cette croissance, il perdra le contrôle très bientôt.